Je vous prie de bien vouloir excuser mon léger retard dont je vais vous donner l'explication. Mais d'abord, je voudrais les uns et les autres vous saluer et vous remercier d'être si nombreux à cette manifestation de ce soir organisée par le Conseil national des barreaux. Donc, je vous salue à toutes et tous, internautes professionnels de la justice des enfants et des adolescents. Je salue tous les partenaires, les confrères, les amis qui sont là ce soir. Je suis un peu en retard, mais ça va intéresser beaucoup d'entre vous. J'ai été auditionné cet après-midi et j'en arrive là à la Cour de cassation en deuxième chambre civile qui a été saisie par la Cour d'appel de Paris, non pas sur une problématique, c'était pas de ça dont nous parlions, de la situation des mineurs, des enfants ou des adolescents, mais d'un souci qui est, vous savez, l'annexe de la déclaration d'appel. Donc, j'étais comme amicus curiae entendu par la section de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui s'occupe des irrecevabilités des décrets Magendie. Voilà, donc, j'ai porté à la fois la parole juridique, la parole technique et l'émotion que subissent chacun des confrères sur ces difficultés. Et très précisément, c'était un avis de la Cour d'appel de Paris qui demande quelle est la nature et notamment la question de l'application dans le temps du nouveau décret que nous avons obtenu de la chancellerie qui autorise la possibilité, avec effet rétroactif, de valider les déclarations d'appel qui ont été faites avec un simple renvoi dans le cadre RPVA à l'annexe en PDF qui était jointe. Donc, on espère que la Cour de cassation rendra un avis favorable à la profession. En tout cas, je vous en parle parce que sans doute beaucoup d'entre vous font aussi de la procédure d'appel. Et puis, je veux vous montrer qu'on essaie d'être sur tous les combats de la profession. Voilà, je reviens, chers amis, à notre sujet. Je me réjouis de vous voir réunis pour ce webinaire. On m'indique que c'est un panel de professionnels important en matière de justice des enfants, puisque vous êtes plus de 1000 participants connectés. Donc, je vous en remercie vivement. Et c'est dire l'importance que revêtent nos partages d'expérience, de nos bonnes pratiques, mais également nos difficultés. J'ai suivi, puisque j'ai été auditionné à plusieurs reprises, la problématique de la modification de l'ordonnance de 1945, des difficultés liées au nouveau code qui est applicable. J'entends beaucoup d'investissements de la profession, des ordres, des commissions concernées de chacun des barreaux de France. Et je me réjouis que nous puissions aujourd'hui, finalement, après qu'il y a un an, nous ayons organisé, ça fait un an, une formation commune à l'initiative du Conseil national du barreau de Paris, de l'École nationale de la magistrature et de la DPJJ, une première formation. Les défis relevés consistaient à réaffirmer les principes essentiels de l'ordonnance de 1945 auxquels nous tenons, mais je sais que les uns et les autres ont besoin de faire le point d'abord, puis aussi de se former, de savoir où nous en sommes, de savoir où nous allons et de bien faire notre travail d'avocat. Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil national des barreaux qui organisent ce webinaire ce soir, qui se présenteront et à qui je vais laisser la parole. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Vraiment vous dire qu'on est à la disposition des confrères, vous dire que nous suivons ces dossiers avec beaucoup d'intérêt et de force. Et vraiment, je me réjouis que nous soyons nombreux pour cette séance de mise au clair, peut-être, de formation en tout cas, et de partage et de retour d'expérience. Et vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je laisse la parole à Arnaud de Saint-Rémy, vice-président de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux, qui va, je crois, Arnaud, présenter les intervenants et les remercier de leur présence et de leur participation. Je nous souhaite à tous de bons travaux. J'essaie de rester le maximum de temps avec vous. Et puis, je devrais peut-être vous quitter pour une réunion après. Vraiment, bons travaux et vraiment encore merci d'être là ce soir. Arnaud ? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Jérôme, pour ces propos introductifs et merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de faire ce webinaire qui est attendu de manière tout à fait importante par la profession, par les professionnels de l'enfance, qu'ils soient avocats, magistrats, greffiers,
éducateurs, intervenants sociaux aux côtés des enfants concernés par ce nouveau code de justice pénale des mineurs, qui est le fruit d'un très long travail d'élaboration, nous le savons. Il y avait la commission Varinard qui avait commencé ses travaux en décembre 2008. Il y a eu des travaux parlementaires qui ont duré de nombreuses années. L'entrée en vigueur du Code de justice pénale des mineurs a été différée compte tenu des propositions qui ont été portées par les différents intervenants et la profession d'avocat a joué son rôle avec 45 propositions pour réformer l'ordonnance de 45 qui, pour certaines, ont été reprises dans le Code de justice pénale des mineurs et c'est une bonne chose. Et puis moi, je suis ravi, une fois encore, que notre Conseil national puisse, sur un tel sujet d'importance, peut-être un peu oublié actuellement dans les débats des élections, hein, la place de l'enfant, malheureusement, est un peu oubliée et c'est la raison pour laquelle notre collectif, dont Monsieur le Président, vous avez rappelé l'existence, qui réunit à la fois des syndicats professionnels, d'avocats, de magistrats, d'éducateurs, les institutions, le Conseil national, la Ligue des droits de l'homme et j'en passe, j'en oublie, pardon, ont interpellé les candidats sur la question de l'enfance et la question de la protection de l'enfance et des mineurs délinquants. On a eu assez peu de réponses, mais nous pensons que ce webinaire pourra ouvrir les esprits et je suis vraiment ravi du travail qui a été fait par l'ensemble des permanents du CNB. Il y en a tellement, je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais leur faire un clin d'œil à tous ceux qui ont permis ce webinaire. Permettez-moi de vous présenter et de les remercier très chaleureusement parce qu'ils sont à leur bureau. Elles sont en train de travailler, elles pourraient presque même être appelées d'un instant à l'autre, pour certaines, elles sont de permanence, nos différents intervenants. Il y a Lucia Argibet, vous êtes substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille, vous étiez précédemment au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, chargé du service du tribunal d'instance de Calais, après avoir été placé au service de l'application des peines. Vous connaissez très bien le sujet que nous allons aborder dans un instant et véritablement merci Lucia je me permets de vous appeler Lucia de votre présence parmi nous ce soir. Nous avons forcément, s'il y a le parquet, il y a le juge des enfants. Nous avons Myrtivina Roudière, vous êtes juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny depuis septembre 2020, si je ne fais pas erreur. Vous étiez précédemment déjà juge des enfants dans une région qui m'est chère, puisque c'est la Normandie, vous étiez à Cherbourg, vous y avez exercé pendant 3 ans, vous avez préféré quitter le soleil normand pour retrouver le soleil de l'Île-de-France, et merci une fois encore, cher Myrtille, d'être parmi nous pour évoquer votre expérience en tant que juge des enfants. Nous avons 2 éducateurs. Anne Douette, vous avez travaillé à la PJJ vous travaillez à la PJJ depuis 2009, exclusivement en Seine-Saint-Denis. C'est une région évidemment très marquée par la question des mineurs. Vous avez exercé au foyer d'Aubervilliers pendant 4 ans, au milieu ouvert pendant 7 ans. Vous avez été éducatrice au CEAT et vous l'êtes encore aujourd'hui spécialisée au tribunal pour enfants de Bobigny. Vous avez donc une voisine. Vous êtes à quelques mètres l'une de l'autre, vous auriez pu être dans le même bureau, mais je pense que par souci d'indépendance, vous avez préféré tenir vos interventions à distance, je le comprends. Léa Bertheville, vous êtes éducatrice spécialisée depuis 3 ans, vous avez travaillé dans plusieurs instituts du secteur médico-social, IME, ITEP, responsable de séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap mental ou physique. Vous êtes devenue éducatrice de prévention spécialisée, plus communément appelée éducatrice de rue, et vous êtes depuis mars 2020 entrée à la PJJ, au service éducatif du centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Vous aurez donc un regard tout à fait intéressant sur les mineurs incarcérés, en particulier à Fleury-Mérogis. Et puis je terminerai par celle que l'on n'a plus besoin de présenter. A-t-on encore besoin de présenter Carole Sully, avocat d'enfants au barreau de Paris, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, et évidemment affiliée au syndicat des avocats de France, 27 ans d'expérience, notamment dans
Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. 27 ans d'expérience dans notamment la question de l'enfance. Et merci, Carole, d'être présente pour apporter le regard de l'avocat, mais également assurer un tri des questions sur le chat. Je rappelle que il y a effectivement un chat où vous avez commencé par nous dire bonjour. Merci, c'est tout à fait sympathique. Nous vous disons bonjour à toutes et à tous. Et puis, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, elles seront traitées, elles seront mises en ligne au fur et à mesure de notre présentation qui se fera en 3 parties, si vous le voulez bien. La mise en œuvre du CJPM au regard des principes posés, la mise en œuvre aussi du CJPM par rapport aux nouvelles dispositions qui sont désormais applicables, et puis une 3e partie qui sera sur la continuité du suivi du mineur avec la mise en œuvre du CJPM. Voilà. L'idée, c'est que c'est une formation qui doit être la plus pratique. Je rappelle qu'effectivement, c'est une formation. Donc, vous, pour ceux qui sont connectés, vous êtes nombreux. Tout à l'heure, le président, vous étiez près de 1000. Vous aurez la possibilité de valider cette formation au titre de la formation continue des avocats et vous recevrez, la technique est merveilleuse au CNB, automatiquement, on vous connaît vos mails, une attestation de présence à cette formation si vous la suivez jusqu'au bout. Merci en tout cas de la suivre jusqu'au bout. Alors effectivement, je disais tout à l'heure que c'était un code de justice pénale qui était tout à fait attendu. C'est un code qui se veut un peu révolutionnaire, qui veut remettre à plat l'ordonnance de 45 dont on disait qu'elle n'était pas forcément très lisible. Et la question fondamentale est de savoir si les principes posés pour la défense des mineurs est toujours celui de l'esprit de l'ordonnance de 45. À lire l'article préliminaire du Code de justice pénale des mineurs, on a le sentiment que oui, puisque le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte dans leur intérêt supérieur l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge, la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Donc, primauté de l'éducatif, primauté également de la spécialisation à la fois de la procédure et des acteurs, et puis évidemment la notion de discernement que l'on va peut-être aborder tout à l'heure, le seuil de 13 ans, et ces principes, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, je vais poser à chacun de nos intervenants, et on commencera dans l'ordre probablement d'abord du parquet, du juge des enfants, des éducateurs et de l'avocat, si vous le voulez bien, sur votre expérience personnelle. Qu'est-ce que vous retenez principalement dans les modalités pratiques de la mise en œuvre du CJPM depuis son entrée en vigueur au regard des principes posés? La parole est à Lucia Argibet. Oui, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup pour votre invitation. S'agissant des modalités pratiques avant tout, et je pense que ce sera le cas de mes collègues, je tiens à dire que la réforme vient tout juste d'être mise en place et on n'en aperçoit pas encore toutes les facettes, puisque en tout cas en ce qui concerne le tribunal judiciaire de Lille, pour l'instant j'ai eu aucune audience de tribunal pour enfants sanction par exemple, donc il n'y a que la phase culpabilité qu'on a eu à connaître en l'état. S'agissant de ce que je retiens pour l'instant des modalités pratiques, alors ces modalités pratiques ont été difficiles à mettre en œuvre, en tout cas dans notre tribunal, notamment du fait des moyens qui sont restés constants. Alors je sais que c'est une question qui va venir en suivant, mais en tout cas, primauté de l'éducatif, très compliqué en tout cas du point de vue du ministère public, parce que très compliqué d'avoir connaissance de la personnalité des éléments de personnalité du mineur avant de prendre la décision le concernant, donc c'est-à-dire avant de choisir la poursuite qui va le concerner. Donc on s'adapte plutôt, j'ai envie de dire, à l'audience qu'au moment du choix des poursuites. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour nous au tribunal judiciaire de Lille. Voilà, donc très concrètement, par exemple, lorsqu'un mineur est déféré, peut-être qu'on en discutera après, mais nous, lorsqu'on prend la décision de déférer, le RRSE n'est pas du tout arrivé au parquet. Donc, s'adapter à sa personnalité me semble plus que compliqué sans ces éléments-là de personnalité qui sont en plus basiques. Voilà.
Alors, précisément, le RRSE est obligatoire, mais on y reviendra très certainement sur la présence du RRSE. L'expérience du juge des enfants à ce niveau-là. Bonjour à tous et à toutes. Merci également pour l'invitation. Évidemment, je vais rejoindre Lucia sur la question des moyens, puisque on arrive dans une situation déjà difficile et dégradée avec une réforme qui est un bouleversement complet et de la forme et de comment on travaille. Et moi, j'ai par exemple eu mes premières audiences sanctions en cabinet aujourd'hui, tout à l'heure. Donc, on est encore en train de débuter. Moi, je retiendrai la question de l'accélération de la procédure, du fait qu'à certains moments, on prend des décisions assez tôt. Par exemple, après l'audience culpabilité, on oriente déjà en TPE ou en cabinet. Alors, en théorie, on peut changer. En pratique, avec les moyens qui sont les nôtres, je ne sais pas si ce sera vraiment le cas. Et dans une situation où on n'a pas forcément le recul nécessaire, ne serait-ce que pour orienter en cabinet ou en TPE, c'est déjà difficile. Moi, je retiendrai aussi le changement de nature du déferrement, puisque je trouve que le déferment a beaucoup changé, puisqu'avant, comme il y avait une partie mise en examen, il y avait une partie où spontanément et naturellement, on parlait des faits. Et ça avait un aspect extrêmement pédagogique de faire réfléchir le mineur sur sa position sur les faits. S'il les reconnaissait, le faire aller plus loin sur pourquoi, etc. Là, ce n'est pas vraiment le sujet du déferment, donc c'est assez difficile d'y mettre du sens, de savoir pourquoi on est là pour prononcer parfois une mesure qui s'appliquera que pour 3 semaines. Donc, c'est un petit peu difficile et parfois on sait qu'elle ne s'appliquera pas. Et je dirais aussi que le fait de ne pas avoir de temps seul avec le mineur, puisque avec la disparition de la phase mise en examen, si c'est des faits en réunion, la phase culpabilité, on est directement avec tous les mineurs qui sont réunis et ce n'est pas forcément facile pour eux de se montrer tels qu'eux-mêmes avec le groupe. Voilà les premiers éléments. Très bien. On continue le tour de parole. Anne Douette. Oui, merci aussi de m'avoir invité pour aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de point de comparaison avec les déferments sous l'ordonnance de 45 parce que je suis arrivée au CEAT en début d'année, en septembre. Mais ce que je peux dire, et par rapport aux collègues aussi, c'est-à-dire que nous, on est quand même davantage plus avec le parquet au moment du déferment qu'avec les juges des enfants. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment l'interlocuteur principal, ou ça doit rester l'interlocuteur principal, le juge des enfants. Mais on se rend compte qu'on passe beaucoup plus par le parquet. Et puis des fois, on se redit toujours avec les collègues, on ne comprend pas. Des fois, le mineur part directement, il fait parquet, juge des libertés et de la détention. Voilà, donc ça, c'est des chemins assez violents et les juges des enfants, c'est vrai que on a l'impression qu'ils ont moins de place à ce moment-là du déferment. Donc, c'est là que je pose la question de la primauté de l'éducatif. Voilà, comme ça, on pourra en reparler. Voilà, sinon, moi, je peux parler aussi un petit peu par rapport au milieu ouvert, que ça s'est vraiment accéléré. C'est une cadence éducative. Bon, je pense qu'on en reparlera, mais voilà, les collègues de milieu ouvert, ils ont 2 fois plus d'audience, 2 fois plus de rapports à faire. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent. Il y a une espèce de no man's land entre le déferment et l'audience de culpabilité. Et là, les équipes n'arrivent pas pareil, c'est encore la question des moyens, puisque les équipes n'arrivent pas à être à ce rythme-là et ils ne sont pas prêts pour les audiences de culpabilité. Voilà, les milieux ouverts n'ont pas le temps de rencontrer les jeunes avant cette audience de culpabilité. Voilà. Merci Anne. Léa, un petit mot sur la partie détention. Bonjour à tous, merci également de m'avoir invité. Donc effectivement, mon regard en détention est un peu différent parce que nous, on est surtout confrontés à des audiences uniques, où la grande majeure partie des jeunes qui du coup sont incarcérés le sont dans le cadre d'audience unique, ce qui fait que nous on a des temps très très courts de suivi en détention, ce qui par la force des choses nous fait perdre du temps dans la création du lien, nous empêche de pouvoir créer un climat de confiance avec le jeune afin de pouvoir l'aider à élaborer sur les faits et le préparer à son audience. Donc du coup on a des jeunes qui parfois arrivent et 10 jours plus tard sont jugés dans le cadre de l'audience unique. Donc effectivement, on a toujours les mêmes moyens, toujours le même nombre d'éducateurs.
Pour faire un petit historique, quand je suis arrivée en 2020 au SECJD, il y avait plus de 100 mineurs au quartier mineur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ce qui est énorme. Mes collègues s'en sortaient, ils arrivaient à mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place avec les jeunes qu'ils accompagnaient. Aujourd'hui, on en a 55 et c'est très compliqué parce que maintenant, on travaille beaucoup dans l'urgence. C'est très compliqué de trouver un placement en structure PJJ en 10 jours. J'ai envie de vous dire que c'est impossible. Donc, effectivement, on questionne également la primauté de l'éducatif dans le cadre de l'audience unique. Et on a très, très peu d'audience culpa. Et l'audience sur la sanction, le temps est trop court pour en avoir vécu pour le moment. Voilà pour moi. Merci Léa. Alors, Carole, la place de l'avocat a été consacrée dans le CJPM. Elle existait déjà dans l'ordonnance de 45, mais là, il y a également la consécration d'un principe de continuité de l'assistance de l'avocat tout au long du parcours judiciaire du mineur. Et toi, donc, quel est le regard que tu as comme avocat sur la mise en œuvre du CJPM au regard de ces principes? Alors, bonjour à tous. Merci également au CNB de votre invitation. Effectivement, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, je rejoins tout ce qui vient d'être dit par les magistrats et les éducatrices parce qu'on a incontestablement été confronté à une modification au niveau de la défense de notre façon de travailler, puisque on doit intervenir dans des temps beaucoup plus courts et préparer la défense dans ces temps extrêmement courts, parfois avec, comme ça a été indiqué, des audiences de culpabilité à 1 mois et demi, 2 mois, alors que pour les mineurs, il faut quand même un petit peu de temps, ne serait-ce que pour avoir la copie du dossier, les voir, les rencontrer, préparer les audiences avec eux, les faire avancer parfois sur les faits. Ce temps, on ne l'a plus, donc ça pose des difficultés. Le principe, un avocat, un mineur, moi je trouve, alors j'ai la chance d'être à Paris, et à Paris on a quand même une antenne des mineurs qui est extrêmement bien organisée depuis extrêmement longtemps, et donc ça fonctionne très bien. De façon générale, il y a un certain nombre de barreaux qui ont développé des antennes des mineurs ou des commissions mineures, et là aussi je crois que ça c'est plutôt un élément positif, je trouve, de cette réforme, c'est que dans l'ensemble, il y a quand même une meilleure continuité entre l'avocat, de suivi en fait, par le même avocat du mineur. Après, les conditions d'exercice sont un peu plus compliquées. Et moi, je questionne beaucoup. On a questionné la temporalité, je questionne le sens et je questionne aussi ce que les mineurs en comprennent. Parce que au moment du déferment, quand ils doivent voir d'abord le procureur de la République et qu'ensuite ils doivent voir un autre juge, ils ne comprennent pas forcément. Et même si on leur explique que le premier est un procureur de la République et le second un juge des enfants, qu'on ne va pas parler de la même chose, que le procureur de la République est là pour lui notifier les charges et le juge des enfants pour prendre une décision au regard de sa situation dans l'attente de l'audience culpabilité, les mineurs parfois s'y perdent un peu. Et on en reparlera aussi. Moi, j'ai plusieurs fois des jeunes qui peuvent avoir, quand ils sont un peu multi-réitérants, 2 ou 3 audiences culpabilité en 3 semaines, ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'y comprennent plus rien. Oui, merci Carole, et merci d'avoir rappelé effectivement les antennes des mineurs qui existent dans les barreaux, ce qui m'amène à remercier la conférence des bâtonniers et son président Bruno Blanquer qui a bien voulu faire remonter à l'attention du CNB la liste des référents mineurs dans les barreaux, et de très nombreux barreaux nous ont remonté leur liste des mineurs. Il y a 128 référents qui sont identifiés à l'instant où je vous parle. Je rappelle que c'est un nombre très important de barreaux qui ont été sensibilisés à ces questions-là. Les avocats sont formés spécialement, et des informations et des retours d'expérience que nous avons également, il est indiqué qu'il y a une certaine fluidité entre les barreaux et les juridictions sur la mise en œuvre de ce code de justice pénale des mineurs. À ce sujet-là, est-ce que vous aviez, Lucia Myrti, vous eu l'occasion de discuter avec les membres de vos barreaux respectifs sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du CJPM, puisqu'on s'aperçoit que, suivant d'un barreau à l'autre, il y a quand même quelques petites spécificités locales. Lucia? Alors oui, je sais qu'il y a eu des échanges qui ont été faits, mais du coup, mon parquet, c'est très hiérarchisé. Donc, c'est ma chef de section qui a été en contact avec la commission mineure de Lille
Après, je ne connais pas dans les détails sur ce sur quoi ils se sont mis d'accord, mais je sais que la réforme avait été anticipée de leur côté. C'est pareil chez nous, les échanges ils se sont beaucoup faits avec la coordinatrice de service, mais c'est pareil, il y a eu des échanges. Après, nous, on avait eu déjà aussi une antenne mineure qui était formée, qui était dynamique. Donc, la question, ça a été clarifier le planning d'audience, réfléchir ensemble à la permanence. Voilà. Mais les échanges, ils ont été faits. Et après, la continuité de l'intervention de l'avocat pour le mineur, c'était déjà le cas en théorie. C'est-à-dire que normalement, quand un mineur commence à être connu, l'idée étant qu'il ait un avocat qui le suive dans les différentes procédures. Maintenant, la question qui commence à se poser, ce serait que l'avocat qui a assisté le mineur au moment de l'audience culpabilité l'assiste au moment de la sanction, y compris si ce n'est pas vraiment un mineur connu. Et à ça, et aussi pour les mineurs connus, il y a le problème aussi de se rendre compte, en fait, parce que parfois, c'est pareil, c'est une question de moyens. Il y a un mineur qui est connu, mais on ne s'en rend pas tout de suite compte et on ne demande pas assez vite la désignation de l'avocat. Ok, merci beaucoup. On va prendre quelques questions du chat, Carole qui en a. Je vais répondre déjà à une question qui revient. Est-ce qu'il y aura la possibilité de visionner ultérieurement ce replay, ce webinaire? La question est dans la réponse. Oui, il y aura un replay, bien évidemment. Vous pourrez revoir à tête reposée ce que nous nous sommes évidemment dit. Y a-t-il, Carole, une question qui serait en lien avec ce que l'on vient de se dire? Pardon. Oui, pardon. En lien avec ce qu'on vient de se dire de façon très précise, il y a une question d'une consoeur, Johanna Prévost, qui fait une observation, une constatation pratique, constatant qu'on commence à avoir, je cite, des audiences sanctions. Et parfois, il est difficile de regrouper en fait ces audiences, ces dossiers, plusieurs dossiers sur la même audience, ce qui fait qu'en fait, les mineurs se retrouvent avec plusieurs peines pour des délits commis sur des périodes très brèves. Et donc, il est fait le constat que les mineurs s'embrouillent en fait dans les peines et ne comprennent pas. Notre consoeur interroge sur la possibilité de faire une confusion de peine, ce qui est une excellente question et je pense qu'il va falloir le creuser parce que sur la confusion de peine, je pense qu'il va falloir vérifier si c'est encore possible au sein du CJPM. Et moi, je rebondis sur la question de notre consoeur avec la remarque que je venais de faire sur les audiences culpabilité, où on a vraiment des soucis de coordination des audiences. Si vous pouvez nous en dire quelque chose les uns les autres. Qui veut répondre? Le parquet, le siège? Qui commence? Sur les audiences culpabilité, je pense que là où c'est compliqué, c'est que c'est à la main du parquet qui peut avoir beaucoup de mineurs différents et c'est plus difficile pour le parquet de suivre les différents mineurs et de vraiment être sûr qu'il est déjà convoqué à telle date. Et puis en plus, une fois qu'une audience est remplie, rajouter des nouveaux faits sur une audience où il y a déjà, par exemple, 8 dossiers de prévus, en rajouter un 9e, même avec le même mineur, ça devient très compliqué pour le temps d'audience. Donc, c'est ce qui conduit à ça. Sur les audiences sanctions, c'est plus à la main du juge des enfants. Je pense que le but du CJPM, normalement, on est incité à regrouper les procédures. Je sais qu'à titre personnel, je m'efforce de le faire. Encore faut-il que Cassiopée soit bien renseigné, encore faut-il que... Mais c'est un défi, on est censé le faire avec le CJPM. Et la question aussi, c'est jusqu'à quel point? Parce que là, je commence à devoir le faire et je commence à avoir des mineurs où j'ai déjà 4 dossiers à la même audience de sanctions. Et je me dis, là, s'il y en a encore d'autres, et alors qu'il a eu plusieurs audiences sanctions jusque-là, peut-être aussi qu'on ne va pas le juger non plus tout en même temps. Enfin, une fois pour toutes, ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients pour le mineur parce que ça peut être aussi une audience où on voit qu'il y a beaucoup de faits et il peut prendre aussi beaucoup plus. Enfin, voilà, c'est un équilibre difficile à trouver, je trouve. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par ma collègue et j'ajouterais qu'il y a vraiment un gros problème, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, hein, nous en tout cas à Lille, de stock. On a un gros stock d'ordonnances de 45 encore à vider. Ce qui fait que les audiences sont déjà presque pleines avec les ordonnances de 45. À cela se rajoutent les audiences de culpabilité sur les mêmes audiences. Et donc, du coup, en fait, on n'a tout simplement pas assez de créneaux pour reconvoquer à chaque fois le mineur sur les mêmes audiences et avec son juge, en fait. Et ça, c'est un autre problème sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne après. Et je sais que les juges des enfants, ils sont très attachés. Et je ne sais pas comment ça se passe à Bobigny.
Mais pour nous, c'est vraiment très compliqué que le mineur soit suivi par le même juge, en fait, même sans parler sur la même audience de culpabilité, juste qu'il soit suivi par le même juge. Voilà. Alors que c'était un des principes voulus par la réforme. Et oui, principe de spécialisation et principe de continuité. Il y a deux mains qui se sont levées, Carole et Anne. Dans quel ordre? Allez. Rapidement, effectivement, on comprend bien la difficulté que Madame le procureur vous venez d'annoncer sur le problème de l'engorgement des juridictions. Et c'est vrai qu'on est confronté à ça, d'autant, on pourra aussi y revenir, que l'audience d'examen de la culpabilité, ce sont des audiences qui en fait prennent du temps, qui prennent même beaucoup de temps, notamment au tribunal pour enfants. En même temps, c'est vrai que la question du sens, elle se pose, c'est-à-dire que les jeunes s'y perdent. Des fois, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on peut s'y perdre, et eux s'y perdent de façon importante. C'est une vraie difficulté. Il faudra multiplier effectivement les audiences et les intervenants, mais le temps n'est pas extensible, et les moyens, on est confronté à malheureusement des difficultés à ce niveau-là. Ce sur quoi je voudrais insister, vous l'avez soulevé très justement, c'est la question effectivement de l'examen des culpabilités par le juge des enfants qui connaît le mineur. Puisque, alors nous à Paris, on a la chance d'avoir alors, le parquet fixe des dates en essayant au mieux de fixer sur le bon cabinet, mais ce n'est pas toujours le cas. On a des juridictions de jugement qui font des renvois pour que, pas systématiquement, bien évidemment ça dépend des situations, mais pour que ce soit examiné par les mêmes magistrats, le magistrat habituel du jeune. En revanche, ce n'est pas systématique, et je sais, pour avoir interrogé un certain nombre de confrères, pas que sur Paris, qu'il y a aussi des juridictions où le choix est fait de considérer que, comme on est sur l'examen des faits, on n'est pas devant des... C'est pas la peine que ce soit le juge habituel. Or, à mon sens, ne serait-ce que pour se livrer sur des faits, c'est important que le mineur soit en situation de confiance avec quelqu'un qu'il connaît. Anne. Oui, je voulais rebondir par rapport à l'engorgement des tribunaux aussi sur la façon dont les jeunes arrivent au tribunal. Nous, on a moins de jeunes déférés dans les chiffres depuis le CJPM, mais on a plus de jeunes qui arrivent par convocation d'officiers de police judiciaire. Et en fait, les juges ne peuvent pas commencer une audience de culpabilité sans nos fameux RRSE. Or, nous, on n'arrive pas à recevoir tous les jeunes qui seraient sous COPJ. Et il y a une perte d'informations qui se crée. Et en tout cas, il y a plein de jeunes qui arrivent en audience de culpabilité sans être venus avant voir les éducateurs. Donc, les audiences sont renvoyées. Donc, en fait, on est déjà en fait, dans un engorgement assez important et dans une impossibilité de pouvoir répondre aussi assez rapidement à des faits au pénal. Ouais, il y avait justement une question qui se posait. Tout à l'heure, Lucia disait qu'il y avait encore un stock important d'affaires à traiter sous l'angle de l'ordonnance de 45. Rapidement, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément les idées claires, comment se fait-il qu'il y ait des affaires qui soient jugées en ordonnance de 45 et alors que le CJPM est entré en vigueur le 30 septembre? Alors, je connais la réponse, mais peut-être que certains de nos internautes ne le savent pas. Est-ce que Lucia ou Myrtille, vous pouvez le rappeler? Comme vous voulez. Alors, en fait, c'est parce que l'entrée en vigueur s'est faite le 30 septembre 2022, oui, maintenant, 21, pardon, mais que pour tous les dossiers dont la décision de poursuite avait été faite antérieurement à cette date, et donc qui avait déjà été notamment, nous, c'est surtout des dossiers qui avaient déjà été, des requêtes avaient déjà été vues devant le juge des enfants, c'est encore l'ancienne procédure qui s'applique. Donc nous, on a mais vraiment un très très gros stock d'ordonnances de 45 et c'est des audiences qui prennent beaucoup de temps où on décide et de la culpabilité et de la peine sur la même audience où les faits sont de plus en plus anciens. Donc la circulaire avait permis de faire un certain tri dans les anciennes procédures, c'est ce qui a été fait, mais là on a un stock qui est présent et qui concerne en plus les dossiers les plus graves, puisque c'est ces dossiers qu'on n'a pas fait le choix de trier. Donc, c'est vraiment un stock qui est important et qui
qui nous prend beaucoup de temps sur nos audiences classiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, tout à fait. Merci. Peut-être une précision à nouveau. D'autant que pendant un moment, on avait les audiences de sanctions qui étaient encore vides, puisque forcément, il faut un délai. Donc, on pouvait audiencer des dossiers dans le 45 sur ces audiences-là. Mais plus le temps passe, plus le temps où on n'a pas des dossiers courants de ces JPM sont limités. Nous, à Bobigny, apparemment, les chiffres, ce serait que le délai d'audiencement prévisible de fin d'ordonnance pour finir de juger les dossiers de 45, ce serait juin 2023. J'ai du mal à le croire. Et s'ajoute la question de comment, puisqu'on est à flux tendu, toutes les audiences sont toujours remplies, soit par les dossiers qui ont été mis par le parquet en culpabilité, soit par les dossiers renvoyés en sanction qui sont déjà pleines. Où est-ce qu'on met les dossiers à juger qui sortent de l'instruction ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Enfin, souvent, la question, c'est on rajoute des audiences supplémentaires. Voilà. Mais ça devient compliqué. Alors, je ne sais pas si Carole l'a vu aussi. Il y a un point qu'on a dans les retours d'expérience de notre observatoire. Je fais d'ailleurs une petite digression. Je rappelle que notre collectif de différents professionnels a créé un observatoire de l'application du CJPM avec évidemment des syndicats de magistrats, des syndicats d'avocats, les institutions, des syndicats d'éducateurs. C'est très intéressant et je propose à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de poster sur une adresse un mail pour faire part de leur expérience. Le mail, écoutez bien, c'est contact au singulier, CONTACT, observatoire au singulier, _6 cje.fr. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos retours d'expérience. Et parmi ces retours d'expérience, on a notamment certains qui nous ont dit que au niveau des convocations, il y avait parfois des convocations qui ne faisaient pas forcément le distinguo entre ce qui allait être appliqué l'ordonnance de 45 ou le CJPM. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez déjà été confrontés et comment ça se fait ? Carole. Oui, nous sur Paris, on n'a pas trop cette difficulté-là parce que, alors déjà, il y a un petit truc tout bête, c'est vérifier le numéro de parquet. Par définition, si c'est si c'est 19 ou 20, pas de souci. Là où c'est compliqué, c'est 20, si ça commence par 21. Mais sinon, on peut faire déjà un premier distinguo comme ça. Et ensuite, c'est normal, en fait. Effectivement, à Paris, tous les dossiers ne sont pas non plus encore passés. Il y a peut-être décalage à faire pour les convocations ou ce genre de choses. Ça, je pense, pour le coup, il y a une profession que moi, à laquelle je pense toujours beaucoup quand on pense CJPM, ce sont les greffiers. Parce qu'on leur donne peu la parole malgré tout et je pense qu'ils ont un travail et une charge qui est extrêmement lourde, vraiment. Et voilà, je pense que les convocations, des petits problèmes comme cela, ils vont probablement se régler au fur et à mesure. Mais moi, à Paris, on a la chance de ne pas trop avoir ces soucis-là. Ok, merci Carole. On en vient à une question qui est récurrente, on l'a un peu évoqué. C'est le fameux dossier unique de personnalité ou le RRSE. On a eu la mauvaise surprise, pardon de le dire un peu comme ça, d'avoir un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022 qui n'est pas tout à fait favorable à l'esprit de la loi, nous semble-t-il, pour la défense des enfants. Alors, comment ça se passe, ce RRSE ? D'abord, qu'est-ce qu'il contient ? On va demander aux professionnels qui le rédigent ce que contient le RRSE, comment ces rapports sont rédigés. Est-ce que c'est une trame ? Est-ce que c'est à la main de chacun ? Comment ça se passe ? Anne ? Oui, alors j'ai ramené un exemplaire du RRSE. Donc effectivement, il y a une trame de départ. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi à chaque éducateur, à chaque professionnel de s'en emparer ou pas. Il y a des gens qui peuvent coller à la trame et puis on peut aussi s'en décaler quand même. En tout cas, on n'est pas trop embêté là-dessus. Alors, la nouveauté qu'on a eue, effectivement, par rapport à la loi ce qui s'est passé le 6 avril là, sur le droit de se taire.
Donc, alors, je ne sais pas si je parle du contenu du RRS. Non, je vais d'abord parler du droit de se taire. Enfin, en gros, la nouveauté, c'était qu'on faisait signer, c'est que depuis le CJPM, on doit faire signer aux jeunes une feuille comme quoi ils sont avertis du droit de se taire. Ce que nous, on leur disait déjà à l'oral. Et c'est vrai que dans l'équipe, éducativement parlant, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est compliqué dans l'entretien éducatif parce qu'on essaie quand même de créer la relation avec le jeune à ce moment-là. Hein. Voilà, c'est des journées compliquées pour les jeunes, donc on essaie quand même d'être bienveillant avec eux. Voilà, ils ont des gardes à vue énormes. Et venir signer ça, souvent, c'est très incongru, ils ne comprennent pas trop. Et c'est vrai qu'on leur dit toujours à l'oral, voilà, tu as le droit de garder le silence, tu as le droit de ne pas parler des faits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment tu vas, comment ça va la famille, l'école. On veut parler de ça et pas des faits. Pour autant, les jeunes, ils ont souvent besoin de parler des faits quand même. Donc, on en parle, il y a un item là-dessus. En tout cas, nous, on a beaucoup de mal à faire signer cette feuille par les jeunes. Et nous, notre hiérarchie nous demande vraiment de faire signer cette feuille. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on veut surtout comme l'intérêt, c'est justement que le jeune soit raccroché à un avocat, qu'il puisse avoir un avocat désigné tout le long de la procédure. Donc, voilà, ça nous paraît important, le lien avec l'avocat. Mais en tout cas, voilà, sur la feuille, le droit de se taire, on ne la fait pas signer pour le moment, clairement. Voilà. Je ne sais pas si ça va se retourner contre les jeunes ou pas un jour. Voilà, mais en tout cas, on est plutôt de ce parti pris-là que éducativement, ça n'a rien à faire. C'est comme si on faisait signer un contrat ou voilà, c'est comme à la fin du médecin, on signe un chèque. Enfin, voilà, pour nous, ça n'a pas vraiment de sens éducativement, donc on est plutôt contre. Après, le RRSE, il a fait bondir beaucoup de collègues de la PJJ parce que justement, il est très cadré. Voilà, enfin, c'est presque un QCM. Voilà, on peut ne pas. Donc, au début, il y a toute une entrée. Ça, au début, ça c'est plus pour la juridiction. Et après, nous, par exemple, on est cadré. Enfin, pour moi, ce qui est vraiment intéressant en tant qu'éducateur, voilà, situation familiale, situation scolaire. Moi, j'efface tous les items et puis je remplis un peu comme je le sens. Après. Nous, là, au CEAD de Bobigny, on est plutôt assez libre quand même de s'en emparer comme on veut. Hein. Il y a pas de souci avec ça, mais c'est des entretiens qui peuvent être très cadrés. Et pour des gens voilà, qui seraient pas trop formés éducativement, ben voilà, ça peut devenir assez désuet comme entretien. Et, voilà, se transformer en QCM ou presque, quoi. Hein. Le RRSE ne peut ne pas être intéressant. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais, c'est à chacun de Merci Anne. On va d'ailleurs demander à la fois au parquet et au siège ce qu'ils attendent de trouver dans le RRSE au regard des dispositions de l'article L322-3, puisqu'il y a une définition de ce qu'est le RRSE. Je vois Carole qui a levé la main pour peut-être réagir sur cette question. C'est ça. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'essaye, dans le chat, il y a une question d'Antoine, un confrère, qui dit, sur ce que vient de dire Madame Douette, certains juges des enfants retiennent une culpabilité à partir de la reconnaissance des faits dans le RRSE. Et peut-être pour répondre également à ce qui a été indiqué, cette mention obligatoire est la conséquence, effectivement, vous l'avez rappelé, d'une décision de justice qui a été rendue en avril 2021 et qui a ensuite été mise en œuvre. Et ensuite, ça a été rementionné dans le code. J'entends ce que vous dites, c'est aussi peut-être le fait d'informer le mineur de ses droits. C'est-à-dire qu'en fait, on lui notifie qu'il a le droit de se taire, de répondre aux questions ou de faire des observations. On peut comprendre que de la place d'un éducateur, ce soit quelque chose qui soit compliqué, et je l'entends absolument parfaitement, mais c'est vrai que ça avait été porté en fait dans une procédure par un confrère où le mineur avait fait des observations sur les faits dans le cadre du RRSE, et il avait été, la juridiction s'était servie, ce qui est logique, hein, moi ça m'est déjà arrivé, de la reconnaissance des faits auprès de l'éducateur pour entrer en voie de condamnation. Mais la juridiction a considéré que en fait, le mineur qui n'était pas informé des conséquences de ses propos au moment où il les tenait,
il y avait une atteinte au droit de la défense. Voilà, je tiens juste à réexpliquer les raisons de ce petit passage. Un petit point, donc je rejoins ce que disait Antoine là dans le chat, un petit point sur le RRSE. Moi, j'interroge aussi les magistrats sur ce point. Moi, je questionne effectivement sur le RRSE qu'on a sans souci au moment des déferlements, mais qui est également en principe obligatoire lorsque le parquet saisit la juridiction de jugement pour l'audience d'examen de la culpabilité, puisque quand c'est audience unique, il y a forcément déferlement, donc là, ça pose pas trop de soucis. Alors, même si je discute, ça pose pas trop de soucis à l'audience elle-même. Le temps du déferment, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais en revanche, à plusieurs reprises, j'ai pu être confrontée à des audiences d'examen de la culpabilité où il n'y avait pas le RRSE, mais pas de rapport de carence non plus. Et j'ai cru entendre que certaines juridictions renvoyaient automatiquement et d'autres prenaient néanmoins l'affaire. Et alors là, je relais Arnaud sur ce point. Je serais aussi intéressée par savoir ce que vous en pensez. Allez, qui veut prendre la parole, le parquet, Myrtille, parce que je vois aussi une question de Virginie qui dit, mais est-ce que ce RRSE suffit-il à informer le juge, qu'il soit le parquet ou le juge des enfants, sur l'orientation pénale? Qu'est-ce que vous attendez de ce RRSE? Alors, sur la question du RRSE, déjà sur la question au moment de l'audience culpabilité, est-ce qu'on a le RRSE systématiquement ou pas? Non, on n'a pas toujours le RRSE, et c'est vrai que Madame Douette, vous en parliez. À Bobigny, nous, la difficulté, c'est que du coup, c'est le SEAD qui assure les déferrements, les RRSE pendant les déferments, mais aussi les RRSE pour les mineurs qui ne sont pas connus de la juridiction, pas suivis par un UMO. Et à Bobigny, nous n'avons pas assez de dates. Donc, il arrive régulièrement que le mineur n'ait pas pu être convoqué. Et là, je dirais que ça fait partie des choses où on tâtonne, c'est-à-dire que, même moi, à titre personnel, j'ai essayé plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers que j'ai pris quand même parce que j'avais une saisine en assistance éducative très récente, avec des éléments de personnalité très récents et très complets. Il y a des audiences où le conseil du mineur était plutôt favorable à ce qu'on prenne quand même l'audience avec une famille assez expansive qui donnait pas mal d'éléments sur la situation, et on essaye de faire nous-mêmes un RSE. Et j'ai eu des situations où j'ai eu des demandes de renvoi et où j'ai renvoyé. Donc, j'essaye de faire entre chaque chose, parce qu'il y a toujours cette question aussi d'équilibre des mineurs qui ont aussi envie que la procédure avance, pour laquelle, quand on leur annonce un renvoi, qu'ils se sont déplacés, c'est parfois compliqué pour eux. Mais quand on n'a pas de RSE, c'est très compliqué quand même de prendre une décision, ne serait-ce que pour des mesures provisoires, hein, ça c'est évident. Sur est-ce que le RSE il est suffisant pour l'orientation des poursuites, quand il y est au moment de l'audience culpabilité, je ne parle pas du moment du déferment, je parle pour un RSE d'un mineur qui n'a pas été déféré. Moi, je dirais que ce n'est pas tellement ça qui me pose problème, c'est que je n'ai pas l'évolution du mineur. C'est-à-dire que oui, ça me donne des éléments entre les faits que j'ai à juger sur leur gravité et le RSE, je peux avoir une orientation, mais elle peut changer dans 6 mois. À l'époque de l'ordonnance de 45, moi, je n'orientais pas tout de suite. J'attendais d'avoir un rapport, et puis si j'en avais pas, si j'avais pas de nouvelle procédure, je me disais bon bah il fait pas parler de lui. Là, devoir décider dès l'audience, je peux avoir des éléments qui sont très pertinents à un instant T, ils le seront pas dans 6 mois, et c'est là ma difficulté. Je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit. Simplement à Lille, on ne connaît pas la même difficulté, et tant mieux, hein, s'agissant des RRSE. En tout cas, devant le tribunal pour enfants, hein, parce que moi, le ministère public ne va pas, hein, aux audiences JE sanctions, comme vous pouvez l'imaginer, en audience de cabinet. Nous, le RSE est toujours présent, et moi, il m'est arrivé 2 fois qu'il ne le soit pas, et c'est même moi qui le renvoie. Donc, on n'a pas de... cette difficulté-là, on la connaît pas. Par contre, je rejoins ce qui vient d'être dit par Myrtille sur la temporalité, hein, et ça, à mon sens, c'est ça qui est problématique, c'est que ça nous donne des éléments de personnalité. Alors moi, je partage pas l'avis de ceux qui pensent que c'est pas bien qu'ils soient normés, parce qu'en tout cas, je trouve que, notamment vu nos charges de travail, en fait, c'est plus facile à lire quand c'est présenté toujours de la même manière. Enfin, voilà. Mais en revanche, ça nous donne des éléments de personnalité à un moment donné.
et qui sont pas toujours qui correspondent pas toujours en termes de temporalité à ceux dont on aurait besoin au moment des poursuites. Et voilà. Et très clairement, comme je ne sais pas comment c'est organisé au niveau du parquet à Bobigny, mais de toute façon, nous, le RRSE, en tout cas, lorsqu'il s'agit des JE sanctions, on n'y a même pas accès au moment où on décide de nos poursuites. Hein. Je le dis très clairement, on ne les voit pas, en fait. Parce que on ne voit ni les procédures, ni les... Ça tous décide au téléphone, en fait, hein, s'agissant des JE sanctions. Voilà. Merci, Lucien. Je vois également dans le chat, Carole, tu vas poser, voir s'il n'y a pas une question un peu en lien. Je vois également dans le chat Pauline qui explique une situation comparable, l'absence de RRSE, et le juge a décidé de renvoyer le dossier pour une nouvelle convocation. Lucien, vous évoquiez la possibilité, hein, c'est même dans le Code de justice pénale des mineurs, je crois que c'est l'article L521-3 qui en parle, qui permettent à la fois au parquet et surtout aussi au juge des enfants, s'il n'y a pas des éléments de personnalité, on n'est pas en mesure de pouvoir statuer sur soit la sanction, soit la mesure éducative. Donc, ne pas hésiter, le cas échéant, à solliciter un renvoi. Il semblerait que ça soit non seulement possible, mais tout à fait dans l'intérêt du mineur. Carole, y a-t-il des questions? J'appelle SVP 1111 pour ceux qui se souviennent de de ce service. Y a-t-il des questions de nos téléspectateurs? Avec le son, c'est quand même mieux. Voilà. Notre confrère Antoine, la question s'est posée en pratique de la possibilité pour le juge des enfants en cabinet de statuer en audience unique de jugement. Donc là, on va parler de la procédure en fait qui est ouverte dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative, et à cette audience devant le juge des enfants, le juge des enfants décide de ne pas faire droit à la demande de mise à l'épreuve éducative, mais de statuer en audience unique, ce qui est prévu par l'article L521-2 du CJPM. Peut-être que Madame le juge, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mécanisme, et après moi j'aurais aussi quelques observations à faire par rapport à ça de ma petite place d'avocat. Alors, en effet, le texte permet, hors du cas de l'audience unique spécifique sur déferment, à l'audience culpabilité, s'estimer suffisamment éclairé sur la situation du mineur et, après avoir recueilli les observations des parties, de décider de statuer en même temps sur la sanction. Par contre, si on statue en même temps sur la sanction, il y a des limites, notamment sur la question des peines. C'est-à-dire que si on veut prononcer une peine pour un mineur dans ce cas-là, il y a des obligations qui se rapprochent un peu de celles de l'audience unique. Il faut un rapport de moins d'1 an, déjà des mesures éducatives, etc. À titre personnel, et je sais que c'était le cas de beaucoup de juges des enfants, en fait, ça se pratiquait déjà du temps de l'ordonnance de 45, de juger en chambre du conseil dans la foulée de la mise en examen pour des dossiers sans victime. Typiquement, des usages de stupéfiants ou des faits de route. Moi, ça m'est arrivé de le faire. En général, c'était pour des mineurs dont ça paraissait... Souvent, c'était des faits qui étaient un peu anciens. Donc, du coup, on voyait que les faits étaient isolés dans leur parcours, où on avait des éléments de personnalité suffisants à l'audience et que, typiquement, une admonestation, un avertissement paraissait suffisant. Là, le texte, il le prévoit vraiment. Et la question, c'est comment on va l'utiliser. Je pense que là encore, je vais beaucoup le dire, mais on tâtonne sur quand est-ce que c'est pertinent de l'utiliser. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait en TPE, je l'ai fait quelques fois en chambre du conseil. Là encore, pour des faits qui me semblaient être de faible gravité et où je trouvais aussi dans l'intérêt du mineur de pouvoir passer à autre chose et laisser la procédure derrière lui, quitte parfois à mettre déjà une mesure éducative. Ça n'empêche pas de mettre une mesure éducative judiciaire derrière, toujours en ayant recueilli les observations des parties. Souvent, le plus souvent, j'essaie d'en parler à l'avocat qui assiste le mineur avant qu'il rentre dans l'audience pour qu'il puisse prévenir. Se pose la question aussi des mineurs non accompagnés, parce que pour les mineurs non accompagnés qui ne viennent pas à leur audience de culpabilité,
on a le choix entre soit les renvoyer après une mise en l'épreuve éducative en sanction, mais en sachant que ce sera un défaut, que la mesure, elle a peu de sens, ou alors à statuer immédiatement et typiquement prononcer un avertissement ou une mège, en sachant que ce n'est pas ce que prévoient les textes, parce qu'on n'est en général pas assez informé, qu'évidemment, on ne peut pas recueillir les renseignements de personnalité. Mais honnêtement, le texte n'étant pas adapté aux mineurs non accompagnés qui sont très insaisissables, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. En tout cas, je n'en ai pas trouvé pour l'instant. Oui, merci. Justement, un petit focus sur les mineurs non accompagnés. Y a-t-il des particularités à signaler concernant l'application du Code de justice pénale des mineurs pour ces mineurs non accompagnés? Alors, Léa a levé la main la première. Oui, effectivement, en tout cas pour ce qui nous concerne en détention, le service éducatif, tous les mineurs non accompagnés qu'on accompagne passent dans le cadre d'audience unique, mis à part des affaires criminelles, bien entendu. En tout cas, tout ce qui est du correctionnel, les mineurs non accompagnés passent en audience unique, ce qui, à mon sens, fait perdre aux jeunes, MNA ou non, le sens d'une incarcération, parce que quand on est incarcéré 10 jours, 2 semaines, et qu'à l'issue de l'audience unique, on est libéré, est-ce qu'on met le même sens à une incarcération que si on était incarcéré plusieurs mois? Ça, je peux le questionner. Également, on est face à des mineurs non accompagnés qui, au-delà du fait qu'ils sont insaisissables en détention, ils sont là. Donc, on peut effectivement les saisir. Malgré tout, ils sont là, mais ils sont en proie pour la plupart à des grosses addictions où ils arrivent en détention, ils passent par un sevrage de force parce qu'ils n'ont clairement pas décidé d'arrêter la consommation de stupéfiants. Et du coup, ce sevrage de force fait que les premiers jours de leur incarcération, c'est impossible d'être dans l'échange avec eux. C'est impossible de leur proposer une discussion ou d'élaborer sur les faits parce que en fait, ils sont malades. Ils sont clairement malades à ce moment-là. Et du coup, les mineurs non accompagnés, leur accompagnement devient très difficile. Il l'était déjà, mais il le devient encore plus. Et aussi, du coup, je ne sais pas si on peut le voir comme un avantage, mais le fait est que quand les mineurs non accompagnés sont condamnés, du coup, on a beaucoup plus de jeunes condamnés en détention que de jeunes prévenus. Ce qui n'était pas du tout le cas avant le CJPM, on avait beaucoup plus de prévenus. Aujourd'hui, on a beaucoup de condamnés, ce qui change un petit peu notre manière de travailler avec eux, où du coup, l'enjeu du jugement n'est plus là, donc il n'y a plus l'enjeu du jugement pour essayer de passer par ce biais pour mettre en place une accroche, mais du coup on passe par d'autres choses, un projet d'aménagement de peine ou on passe par d'autres biais pour accrocher notamment les mineurs non accompagnés. Mais pareil, un projet d'aménagement de peine, quand le mineur non accompagné n'a pas de ressources sur le territoire, n'a pas de représentants légaux, c'est aussi toute une construction. Et donc du coup on est face à un temps d'incarcération qui peut être un peu rallongé quand ils sont condamnés, qui nous permet de créer du lien pour le coup, mais du coup il y a tellement de difficultés autour des mineurs non accompagnés que ça reste très compliqué en détention. Merci. Je voyais Lucia qui voulait dire un mot, je crois. Oui, sur la question des mineurs non accompagnés, et je rejoins ce qui a été dit par ma collègue. Je trouve que le CJPM est très, très mal adapté à cette problématique-là, qui nous touche particulièrement sur le ressort de l'île, mais je pense que c'est la même chose en région parisienne, parce que d'une part, c'est des mineurs qui vont souvent être absents à l'audience, ça a été dit, et donc du coup, c'est très compliqué de trouver la bonne solution entre faire des audiences uniques et pas du tout s'adapter à eux ou les juger par défaut. Mais par ailleurs, moi, je constate une baisse du nombre de détentions provisoires s'agissant des mineurs non accompagnés parce qu'on a fait le choix à Lille de considérer et je sais que c'est pas le cas partout et j'avais lu quelques chiffres qui m'avaient été demandés par mon syndicat à ce propos. En fait, nous, on a fait le choix à Lille de considérer que quand on ne connaît pas le mineur, on n'a pas d'antécédent éducatif et quand on ne le connaît pas à Lille. C'est-à-dire que du coup, comme c'est une population qui bouge beaucoup sur le territoire, les critères de la détention provisoire sont très compliqués à avoir en l'état dans le cadre du CJPM actuel pour les mineurs non accompagnés. Donc, ça peut-être que ça expliquerait ce qui a été dit par l'éducatrice à l'instant, à savoir toujours autant de mineurs non accompagnés en détention. Je me leurre pas là-dessus, mais peut-être plus dans le cadre de condamnation que dans le cas de
de la détention provisoire. En tout cas, nous, c'est un constat qu'on a fait. Et de manière générale, en tout cas, nous, sur les chiffres que j'ai demandé tout à l'heure à ma chef de section, les détentions provisoires, elles ont baissé à Lille depuis la mise en œuvre du CJPM. Alors, Anne voudrait dire un mot. Oui, toujours sur les MNA. Bon, effectivement, là, je repose encore la question de la primauté de l'éducatif parce que avec les MNA, en fait, ils vont payer, moi je dis toujours, c'est la double peine parce qu'ils n'ont pas de parents. Et en fait, quand des mineurs sont déférés dans les tribunaux, le fait qu'ils aient des parents, une famille, ça apporte déjà des garanties énormes voilà, pour les juges. Et donc, s'ils n'ont pas de parents, voilà, ça veut dire que c'est l'ASE aussi qui devrait prendre en charge. Et c'est là que je questionne voilà, qu'il y a une incurie de l'ASE depuis plusieurs années. Et l'ASE, nous, sur notre territoire, en tout cas, n'arrive pas à… Voilà, c'est un service très, très minimum. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les collègues de l'ASE, mais en tout cas, il n'y a pas de moyens suffisants pour protéger ces jeunes-là et pour qu'ils puissent répondre de leurs obligations judiciaires. Donc, dès qu'ils arrivent dans le pénal, en gros, personne ne leur fait confiance parce qu'il n'y a pas d'adultes derrière. Et donc, voilà ce qu'explique Léa, c'est-à-dire il y a plus de condamnés que de prévenus. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle quand même, mais… Donc, oui, enfin, vraiment, la question des MNA, elle est très, très, très importante, enfin, gênante, j'ai envie de dire, même du point de vue du travailleur social, parce qu'on sent que tout le monde tourne le dos un petit peu, tellement c'est compliqué. Et nous, sur le 93, c'est quand même une discrimination visible pour moi, puisque c'est toujours des jeunes qui sont mis un peu à part, qui vont être dans des procédures autres. Qui vont en prison plus facilement et qui sont pris en charge par des tours de milieu ouvert. Voilà, c'est-à-dire, en gros, on fait en sorte qu'ils soient répartis sur des milieux ouverts de manière équitable. Donc, on ne prend pas en compte non plus, eux, par exemple, s'ils nous disent qu'ils sont dans des squats à Pantin, eh ben, ils peuvent se retrouver quand même en milieu ouvert à Noisy-le-Grand. Donc, c'est déjà mettre en péril un suivi éducatif et… Donc, le CJPM est bien là pour sanctionner et par contre, on oublie vraiment de protéger les jeunes avant, quoi. Merci Anne. Je vois une petite main qui se lève, Carole. Oui, sur la question des MNA, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, le CJPM et notamment le dispositif applicable relatif à l'audience unique, c'est-à-dire, alors il y a deux types d'audience unique, on l'a bien compris, hein. Il y a l'audience unique, je dirais, à l'initiative de la juridiction de jugement, c'est ceux dont vous veniez de parler, Madame Vinas-Roudière, sur le fait que vous pouvez, vous, à l'audience d'examen de la culpabilité, décider de passer en audience unique. J'ai une toute petite requête d'avocat que je me permets de glisser. C'est vrai qu'il est important que vous puissiez nous prévenir, peut-être même d'ailleurs les éducateurs en amont, parce que moi, la première fois que ça m'est arrivé, quand j'avais expliqué avec force conviction à mon jeune qu'il allait passer d'abord sur la culpabilité et dans quelques mois sur la sanction et qu'on est ressorti avec un avertissement judiciaire terminé, comment vous dire qu'en termes de crédibilité, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a une grosse demande, en tout cas, pour, je comprends parfaitement le sens, mais il y a une grosse demande, je pense, pour, si vous pouvez, je sais que ce n'est pas simple, petite orientation. Alors maintenant, j'examine avec lui toutes les hypothèses, donc je lui déroule un petit peu le CJPM, donc on fait du droit, c'est rigolo. Plus sérieusement, mais c'est une vraie demande, je pense, qui est générale. Sur les MNA, il y a le CJPM, tout le dispositif audience unique à l'initiative du procureur de la République, on ne va pas se mentir, c'est quand même particulièrement, enfin nous à Paris, c'est un dispositif qui vise particulièrement les MNA et dans le cadre de ces audiences uniques, une partie des MNA sont placés en détention provisoire. Et le fait, Madame Douette en parlait tout à l'heure, que quand les mineurs sont déférés en audience unique avec les réquisitions de détention provisoire, ils ne passent plus devant le juge des enfants, même si le JLD est normalement un magistrat spécialisé. On sait que parfois, la question de la spécialisation, dans certaines juridictions, tous les magistrats sont spécialisés, donc peut-être à tous. Enfin, voilà, il n'y a pas de spécialisation véritable. En tout cas, toujours est-il que
force est de constater que les détentions, une fois que le mineur va passer devant JLD, la détention provisoire, chez nous en tout cas, est extrêmement fréquente. Moi, je questionne, ça a été une des questions du chat aussi, les MNA, le sens, ça a été dit, la détention de 15 jours, 3 semaines, qui ne veut rien dire. Les difficultés que nous, on rencontre d'aller voir nos clients en détention quand il faut qu'on ait un interprète parce qu'on ne parle pas toujours la langue concernée en tant qu'avocat et c'est compliqué. Et ça a été indiqué par une consoeur, je pense, le gros problème, le gros souci qui n'est pas lié au CJPM, puisque ça n'a pas été créé dans le CJPM, mais par la loi de mars 2019, la question de l'adulte approprié. Puisque je me permets de le rappeler, ça c'est un sujet qui était prévu, hein, ça a été intégré en avril 2019 et on est toujours aujourd'hui avec des dossiers de MNA qui n'ont pas d'adulte approprié désigné. Je sais que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'adulte approprié. Bon, c'est dur de trouver quelqu'un qui accepterait d'être adulte approprié, mais je me permets d'en dire un petit mot parce que la Chambre de l'instruction s'est positionnée déjà sur Paris à 2 reprises, Montpellier aussi également une fois, pour sanctionner pour défaut d'adultes appropriés. Alors, une fois pour tout annuler, une fois pour annuler que les auditions du mineur, mais je crois que c'est une vraie difficulté. Et en fait, un mineur non accompagné, sans aucun référent, alors que là, le texte prévoit qu'il puisse en avoir un, c'est encore le sortir et encore faire un traitement qui soit un traitement différent pour ce jeune. Et ça questionne de façon large. J'ai fini sur les MNA en disant un point. Je pense que, et ça ne concerne pas tous les, on ne va pas se mentir, il y a des MNA pour lesquels on va se poser la question de savoir s'ils sont vraiment mineurs, évidemment, et il y a des MNA pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de difficulté. Et je pense qu'on ne peut pas examiner cette question des MNA sans appréhender la question aussi de la traite, qui est quand même extrêmement importante. Peut-être pas pour tous, bien évidemment, et donc qui en fait aussi des victimes. Et il ne faut pas l'oublier, et ça me semble fondamental de le rappeler. Une consoeur qui nous met dans le chat, les MNA n'ont pas toujours la possibilité pour être accompagnés, surtout s'ils ne bénéficient pas d'une mesure éducative judiciaire placement au déferment. Ainsi, ils se retrouvent plus facilement sur des déferments avec passage JLD, sans même que le travail éducatif ne soit effectif. Beaucoup de procès-verbaux de carence. Voilà, Voilà, merci Carole pour ces précisions. Pour la notion d'adulte approprié, je renvoie aux articles L311-1 et suivants du CJPM qui définit ce qu'est l'adulte approprié. Il y a une question qui revient quand même très fréquemment, Lucia Myrti, c'est important, c'est quelle est la place qui est réservée finalement à l'audience unique dérogatoire? Est-ce que c'est une orientation exceptionnelle? Est-ce que ça se généralise? Qu'est-ce que vous observez à votre niveau? Alors, qui veut répondre? Peut-être le parquet d'abord? Oui. Après, c'est assez compliqué à dire hein, parce que ça dépend aussi de comment c'est conçu par les collègues, etc. Mais c'est quand même exceptionnel, le TPE en audience unique chez nous en tout cas. C'est vécu comme l'exception. Les textes veulent que ce soit l'exception. Et à mon sens, en tout cas, moi, de la manière dont je lis les articles du CJPM, les conditions pour mettre en détention provisoire un mineur, parce que, en tout cas, en ce qui concerne le TPE, audience unique à Lille, ce n'est fait que pour avoir de la détention provisoire dans le cadre d'un déferment, sont, à mon sens, plus restrictives que ce qui existait avant. Et il y a des cas, il y a des hypothèses où j'ai des collègues qui auraient souhaité demander de la détention provisoire et je pense qu'ils l'auraient fait et qu'ils l'auraient eu par le passé et où ils ne l'auront pas aujourd'hui. Enfin, il y a des conditions qui ont été posées par les textes qui n'existaient pas avant. Donc, je partage pas forcément ce qui a été dit juste avant sur les conditions, en tout cas, de la détention provisoire. Voilà. Mais en tout cas, ça semble l'audience unique, nous, ça reste l'exception. Alors, justement, du côté du juge des enfants, quel regard? Et puis, l'audience unique à l'initiative de la juridiction, à quelles conditions, selon quel mécanisme et pour quels mineurs? Qu'est-ce que dit le Code de justice pénale des mineurs? Alors, l'audience unique classique, celle qui est ordonnée
le parquet à l'issue du déferment, elle a des conditions d'âge, de peine encourue. Alors, je reprends, pour un moins de 16 ans, il faut 5 ans encourus. Pour un plus de 16, il faut 3 ans. Il faut des antécédents, à savoir une mise à l'épreuve éducative, une MJ, une mesure de sûreté, une culpabilité, une peine avec un rapport de moins d'1 an ou un refus de prise d'empreinte. Bon, ça, c'est ce qui concerne certaines mesures, certaines audiences uniques pour les MNA. Ça se passe uniquement sur déferment. Moi, je dirais qu'à Bobigny, dans la pratique, ça reste exceptionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, vu le nombre de déferments qu'on a quotidien à Bobigny, on en a régulièrement, mais je pense que l'esprit est respecté. À titre purement anecdotique, sur 2 TPE par mois, j'ai eu 2 dossiers en audience unique depuis l'entrée en vigueur du CJPM. Peut-être j'en oublie 1, 3, mettons, ça me semble pas non plus délirant. Un pour un mineur non accompagné et un pour un mineur qui n'était pas un mineur accompagné, les deux ayant les conditions d'antécédents, des suivis éducatifs qui a été proposé, y compris des placements pour l'un des deux, celui qui était un mineur non accompagné. Moi, je dirais que forcément, c'est très questionnant. On en a moins que des détentions provisoires. On est beaucoup revenu sur cette question de la durée de la détention provisoire et c'est ce que vient questionner l'audience unique. Moi, je m'interroge. Je pense que parfois, avec une détention provisoire de 4 mois et jugée pendant le temps de la détention provisoire, on avait un vrai recul du mineur, on avait un vrai accompagnement et un parcours, on avait construit un projet. Mais c'est vrai que c'était un mineur qui était présumé innocent, qui était resté plus longtemps en détention provisoire. Mais en même temps, je trouve qu'on en avait des effets plus intéressants qu'une audience unique qui intervient tout de suite après les faits. Et sur cette audience unique, c'est vrai que c'est très variable en fait, parce qu'il arrive qu'il y ait une sortie d'incarcération à l'issue et que c'était pour mettre un coup d'arrêt ou bien pour permettre la comparution devant la juridiction ou bien pour construire un début de projet. Enfin, il y a plein de raisons. Ça arrive aussi que ce soit des quasi-comparutions immédiates, c'est-à-dire qu'avec des peines très lourdes qui sont prononcées derrière parce que c'est des faits très graves pour des mineurs réitérants. Et là, c'est peut-être ce qui, moi, m'a le plus questionné, ce type de situation, parce que avant le CJPM, ils auraient été en détention provisoire peut-être 4 mois, peut-être 6 mois, ils auraient été jugés en détention provisoire. Est-ce qu'on aurait prononcé la même peine bien plus longue derrière ? C'est difficile à dire, peut-être que oui, parce que la gravité des faits le justifiait, parce que la personnalité du mineur, mais peut-être qu'ils nous auraient montré des gages. Là, avec l'audience unique, on a moins de temps. Mais en même temps, ça limite aussi les détentions provisoires pour beaucoup d'autres mineurs. C'est difficile. Voilà. Ah, on n'a manifestement pas encore tout à fait de statistiques, mais enfin, on a un ressenti et on voit dans le chat beaucoup de confrères ou d'intervenants qui évoquent un nombre important d'audiences uniques, il faut le signaler, y compris Florence qui explique qu'elle est allée dans le bureau sans savoir que ce serait une audience unique, ce qui peut poser une vraie difficulté pour pouvoir assurer pleinement la défense du jeune. Carole, tu avais levé la main. Oui, ce que je voulais aussi quand même signaler, alors il y a un petit mot là sur les mineurs isolés de Catherine Daoud qui dit que ça, qui est une consoeur, qui dit que ça vaut la peine de soulever la question de la traite ou la notion de contrainte, puisque il y a eu des procédures qui ont été engagées notamment devant certains tribunaux judiciaires, et que voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, en tout cas, c'est à réfléchir. Moi, je voulais quand même attirer l'attention des confrères sur une disposition qui est comme le juge des enfants saisi en procédure de mise à l'épreuve éducative peut transformer cette procédure en 2 temps en une seule audience qu'on appelle l'audience unique à l'initiative de la juridiction de jugement. Je voudrais attirer l'attention sur l'article L 521-27 du CJPM qui permet l'inverse. C'est-à-dire qui permet, et nous on l'a déjà obtenu à Paris à plusieurs reprises et c'est intéressant, qui nous dit la chose suivante: la juridiction saisie dans les conditions d'une audience unique, à l'initiative du procureur de la République notamment, peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, au regard de la personnalité et des perspectives d'évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative.
La décision mentionne les objectifs de la période de mise à l'épreuve éducative. Si le mineur comparaît détenu, il est remis en liberté. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut se retrouver dans une situation où le TPE saisit en procédure d'audience unique 423.4 alinéa 3. Je pense que nous, en tant qu'avocats, on peut le soulever, on peut en faire part à la juridiction du jugement et au ministère public. En tout cas, on peut mettre dans le débat la question de faire application de ce texte et de demander au TPE saisi en audience unique de ne pas faire droit, d'ouvrir en fait une procédure de mise à l'épreuve éducative. Il pourra statuer sur la culpabilité et ensuite fixer une période de mise à l'épreuve éducative et un renvoi à audience sanction. Voilà, je crois que c'est important d'avoir aussi ce dispositif en tête. Merci de cette précision, Carole. Alors, justement, parlons des mises à l'épreuve éducative. Comment ça se décide et comment ça se met en œuvre? Et qui veut en dire un mot? Qui décide? Bon, Madame le juge. Ah, le micro. C'est le juge des enfants au moment de l'audience culpabilité. Donc là, le principe, c'est quand même l'ouverture de cette mise à l'épreuve éducative. Et je pense que c'est ce qui est fait quand même dans l'immense majorité des cas, dans l'immense majorité des dossiers. Je pense que beaucoup de juges des enfants ont quand même à cœur cette procédure en deux parties et l'évolution du mineur. Donc le principe, c'est d'ouvrir une mise à l'épreuve éducative et soit d'ordonner une MESP, une mesure éducative judiciaire provisoire, soit de constater qu'il a déjà des suivis éducatifs et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter une, mais qu'on aura un rapport. Ensuite, sur la mise en œuvre, je vais peut-être laisser la PJJ davantage s'exprimer parce que voilà, c'est qu'est-ce qu'ils font de cette mesure, en sachant que là, se pose aussi la question des modules qui vont pouvoir être prononcés à ce moment-là. Et là, comment on les choisit quand c'est une MESP et pas un contrôle judiciaire, le principe, c'est quand même de ne pas forcément mettre de module et d'en mettre, moi je dirais que soit c'est une réparation parce que je veux vraiment qu'il fasse une réparation. Si je mets des modules soins, insertion, je sais que c'est des problématiques qui sont forcément abordées par la PJJ, ça fait partie du cahier des charges, on va dire. Mais moi, c'est que je me dis, ce mineur, il a vraiment besoin, je me doute que les éducateurs, ils s'en rendraient compte par eux-mêmes, mais c'est ma façon d'attirer l'attention et pour la PJJ et pour le jeune, de lui dire, ce que j'attends de vous, là, c'est de travailler sur ça. Et les soins, peut-être des soins en lien avec une dépendance au cannabis ou un problème de violence. Voilà, c'est un message adressé aux mineurs aussi. Très bien. Anne. Et après, Léa. Par rapport à la prise en charge, moi, je vais parler plus pour le milieu ouvert, hein, même si voilà, je ne connais pas le milieu ouvert sous le CJPM, mais j'imagine qu'on fonctionne, que les collègues, je le sais, ils fonctionnent toujours de la même façon. Hein. Nous, on dit toujours, on parle toujours de prise en charge globale. Voilà, le jeune, il arrive avec peu importe ses problèmes. Après, les juges, effectivement, dans les ordonnances, peuvent indiquer des choses qui ont été vues au moment du déferment ou de l'audience de culpabilité. Mais voilà, nous, on va s'intéresser aux jeunes de façon globale. Si on découvre pendant la prise en charge qu'en fait, il a un problème autre que ce qui avait été repéré, on travaillera ce problème. Hein. Bon, c'est toujours au cas par cas. Hein. On fait de l'individuel, hein, les éducateurs. Donc, voilà, on travaille avec des psychologues toujours. Bon. Après, il faut du temps. Il faut du temps pour que les jeunes prennent conscience de où ils en sont, qu'ils puissent se responsabiliser. Et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que pour moi, les jeunes, quand ils n'ont pas été protégés dans leur enfance, ou même encore aujourd'hui, évidemment, c'est toujours des enfants au sens de la loi. Quand on n'arrive pas à les protéger, c'est compliqué de leur demander de se responsabiliser par rapport à des actes au pénal. Donc, souvent, en milieu ouvert, moi, j'avais l'impression quand même de beaucoup bloquer sur cette question de la protection avant même de passer à la responsabilisation et puis voilà, de parler de la citoyenneté. Voilà, je sors un peu des grands mots, mais
voilà, en tout cas, nous, c'est toujours la prise en charge globale. Et dans la mise épreuve éducative, c'est un compte-rendu au juge. Et voilà, comme disait Mme Vina-Spaudière, c'est-à-dire un compte-rendu de l'évolution du jeune. Et c'est vrai que voilà, il peut se passer énormément de choses pour un jeune en 6 mois, comme pour d'autres, ça va être l'inertie totale. Le regard de la profession, Carole, sur la mise à l'épreuve éducative ou la mèche provisoire, comment les avocats s'emparent de ça pour proposer, être force de proposition, voire de suivi, d'action et de retour auprès du juge, puisqu'on vient nous dire il y aura un retour auprès du juge. Qu'est-ce que tu suggérerais, Carole, auprès des avocats qui nous écoutent? Alors, moi, la première des choses, c'est qu'après avoir échangé avec les équipes éducatives, j'ai appris à pas trop en demander. C'est-à-dire que je pense mais ça, on pourra se mettre d'accord là-dessus, je pense qu'on ne travaille jamais mieux que si chacun d'entre nous est à sa place. C'est-à-dire que moi, je vais vous embêter en souvent des nullités et je vais pas, les éducateurs vont faire leur travail d'éducateur. Le nouveau dispositif qui a été mis en place avec la mesure éducative judiciaire provisoire socle, et les modules, au départ, au tout début, je demandais, moi j'aimais bien les modules, je trouvais ça bien, je me disais qu'on pouvait travailler, puis après j'ai compris que dans la mesure socle, il y a tout le travail déjà qui est dedans. Il y a l'insertion, il y a la santé, il y a la réparation, il y a, voilà. Et donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est, à part le placement, puisque là, dans ce cadre-là, sous réserve de ce que pourrait dire Madame Douet ou Madame Bertheville, je pense qu'il vous faut, ou Madame Vina-Spaudière, je pense qu'il vous faut une mèche placement. Je ne sais pas si parfois il y a une OPP ou pas qui est pris en parallèle. Mais en tout cas, je pense que l'avocat peut... il faut qu'on discute avec les éducateurs. C'est délicat qu'on soit force de proposition comme ça. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un échange avec les équipes éducatives. Ce sont eux qui sont les professionnels de l'éducatif. Moi, je suis le professionnel du droit. Maintenant, de nos places respectives, tout le monde va dans le même sens de toute façon. Donc voilà, moi, la seule chose que je m'autoriserai à dire, c'est que je ne suis plus demanderesse au moment des déferments, par exemple, notamment au déferment, parce que le délai est trop court jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité, de modules. Je préfère laisser le temps au travail éducatif d'analyser la situation, quitte à ce qu'ensuite, au moment de l'audience d'examen de la culpabilité, on puisse, sous réserve, avec les propositions qui seront faites par les éducateurs, affiner dans un sens ou dans un autre. Évidemment, la seule réserve, c'est le placement, puisque c'est ce que je disais, là, dans ce cas-là, à mon sens, il faut un module placement. Mais voilà, c'est ma petite remarque par rapport à ça. Merci, Carole. Je vois Léa qui est opine du chef. Léa, c'est à vous. Oui, donc pour ma part, en détention, pour en revenir sur la mise à l'épreuve éducative, ce qui est assez particulier, et je vais donner un exemple pour illustrer ça, c'est que par exemple, moi, je suis des jeunes dans des affaires criminelles, donc des longues détentions provisoires, 1 an, qui peuvent en plus être renouvelées. Et en fait, ces jeunes-là passent parfois au tribunal pour des affaires libres, donc des faits qu'ils ont commis et pour lesquels ils n'ont pas été incarcérés. Donc, ils passent en audience de culpabilité. Et après, ils sont mis à l'épreuve éducative entre 6 à 9 mois, mais ils restent incarcérés. Donc, ce que nous, on peut questionner en détention, c'est que ce soit les services de milieu ouvert qui ne peuvent pas venir en détention aussi fréquemment qu'ils l'aimeraient, et nous, l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes encore prévenus, pour lesquels on ne peut pas faire de permission de sortie parce qu'ils ont le statut de prévenu de par l'affaire criminelle pour laquelle ils sont incarcérés. Mais du coup, qu'est-ce qu'on y met dans cette mise à l'épreuve éducative et quelle évolution on peut mettre en lumière le jour de l'audience sur la sanction? Est-ce qu'un mineur évolue de la même manière en détention que dehors? Est-ce qu'on a les moyens de le faire évoluer aussi bien en détention que dehors? Je ne suis pas sûre de ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu des audiences culpabilité pour justement des jeunes incarcérés pour des affaires criminelles. Je n'ai pas encore vécu l'audience sur la sanction. Mais du coup, je mettrai en lumière le fait que on n'a pas forcément les moyens en détention d'insérer un jeune. Donc, quand un jeune est là pour des faits criminels très graves, où on sait que potentiellement on le prépare à rester en détention parce qu'on préfère les préparer psychologiquement à toutes les éventualités avant leur audience, est-ce qu'il y a un sens à lui proposer de l'insérer? En tout cas, les jeunes ne voient pas forcément le sens à ce niveau-là. Donc, du coup, nous, c'est vraiment ça qu'on va questionner sur l'audience en césure. Et on en a très peu, donc voilà. Merci. Il y a énormément de questions dans le chat. J'en prends une comme ça qui nous arrive très, très rapide pour votre réponse. Que pensez-vous les uns et les autres de la déclaration de réussite éducative? C'est bien, c'est utilisé, c'est un gadget. C'est quoi cette déclaration?
Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait usage de la réussite éducative. Je faisais et je fais toujours des admonestations et des avertissements, donc maintenant avertissement. Je faisais des remises à parents aussi. La réussite éducative, pourquoi pas? Après, il faudrait vraiment faire très, très bien parce que, en fait, la réussite éducative, c'est quand même aussi ce qu'on attend d'eux. C'est quand même aussi la base, même si on est là pour les accompagner, pour les soutenir, pour les faire évoluer. Ils ont quand même commis un délit, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, voilà, moi, j'ai pas encore eu le cas où je me suis dit, bon, vraiment, lui, mais j'imagine que ce serait des gros efforts pour. Moi, j'aurais envie de le faire pour des gros efforts pour un mineur qui a un parcours vraiment très difficile. Voilà un peu ce que j'imagine. Et puis pour des faits de faible gravité. D'accord. Les autres intervenants, Carole? Oui, effectivement, la déclaration de réussite éducative, alors je le mets en lien avec une consoeur qui posait la question de la dispense. Dispense de mesure, en fait, ou dispense de peine. Alors, la dispense de mesure, elle est effectivement possible. Sa spécificité, c'est que, en fait, la déclaration de réussite éducative nécessite une mise à l'épreuve éducative. C'est-à-dire qu'à l'inverse, une dispense de mesure ou de peine, surtout dispense de mesure, peut quasiment être examinée à l'audience unique. C'est ça peut-être la petite spécificité. Le deuxième élément, c'est que vous dire, donc c'est 111.6, que la déclaration de réussite éducative et la dispense de mesures éducatives peuvent conduire, ne rêvons pas, mais quand même, le CJPM prévoit qu'il peut y avoir une dispense de mention au casier judiciaire et donc au B1, puisque nous savons tous que les condamnations relatives aux mineurs sont ni sur le B2 ni sur le B3. Voilà, je le dis, c'est vrai que moi je ne l'ai jamais vu non plus, mais je suis assez intéressée en fait par ce que vous indiquiez sur le fait que ça pourrait être un jeune en fait qui a fait des gros efforts, parce que je n'avais pas du tout vu ça sous cet angle. Moi je l'avais plutôt vu sur le petit délit qui est réparé, mais peut-être après une mesure de réparation, c'est ce que nous dit notamment une consoeur Laurence dans le chat, ça peut peut-être aussi être envisagé, je pense, si vous, on pourrait peut-être le voir aussi sous cet angle-là. Si vous, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Non, pas spécialement. Ok. Anne. Que sur la question de la dispense, sur la nuance avec la dispense, peut-être la dispense, je la verrais plus sur des faits, mais c'est vrai que ça se rapproche dans l'esprit, mais des faits plus explicables. Par exemple, des petites violences réciproques, un contexte qui explique aussi le passage à l'acte avec aussi une bonne évolution du mineur, mais peut-être c'est ça la nuance que je ferais à l'usage. D'accord. Carole? Moi, je voulais juste glisser deux choses aussi. Rappel de ce que le CJPM a prévu, ce qui est quand même très positif, je trouve, que dans les procédures d'instruction, une mesure judiciaire d'investigation éducative soit obligatoirement prononcée s'il n'y en a pas déjà une dans le dossier datant de moins d'un an. C'est-à-dire que ça peut permettre d'apporter des éléments dans les dossiers des magistrats instructeurs qu'on ne disposait pas avant. Voilà, donc ça, je voulais le dire parce que je trouve que c'est intéressant. Et rappeler aussi ce qui n'était pas prévu avant. Que maintenant, quand les mineurs sont placés en détention provisoire, il y a obligatoirement une mesure éducative judiciaire provisoire qui doit être prononcée. Et que si des fois c'est oublié, il ne faut pas hésiter à venir ennuyer les magistrats du siège pour les réclamer. Très bien. Anne voulait prendre la parole. Pardon, vous m'entendez bien? Oui. Oui, non, c'est juste par rapport à la réussite éducative. Oui, enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que je connais des jeunes qui ont fait énormément d'efforts par rapport à là où ils en étaient. Et même aujourd'hui encore, je le dirais, ils ont fait énormément d'efforts toute leur vie. Ils sont quand même aujourd'hui en prison pour un certain temps. Donc, bon, quel sens ça aurait? Mais bon, en tout cas, pour moi, ça serait… Enfin, voilà. Ça n'a pas trop de sens, la réussite éducative. Mais ce qui a beaucoup de sens, c'est effectivement qu'un jeune puisse avoir le droit d'effacer son casier judiciaire. Ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il faut leur expliquer, que je pense que ce serait intéressant que tout le monde puisse leur expliquer, les avocats, de comment on fait. Parce que beaucoup, les jeunes majeurs, après, ils viennent nous voir pour nous demander un peu comment on fait, combien de temps ça prend, etc. Et c'est vrai que ça peut être un vrai boulet au pied d'avoir eu une adolescence judiciarisée. Après, il y a des jeunes qui sont totalement insérés derrière et ça serait bien que ça puisse
voilà, que ça ne puisse pas les déranger dans leur insertion professionnelle. Par exemple, et nous, à Bobigny, on est très concernés par il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Quand même, ça crée beaucoup d'emplois. Et il y en a beaucoup qui sont bloqués. Ils ne peuvent pas avoir le pass pour exercer dans ce domaine. Ok, merci. Justement, on continue sur le travail éducatif. Comment ça s'articule le travail éducatif au pénal et l'assistance éducative au civil? On peut revenir un peu dessus. C'est une question à la fois pour les éducateurs et le juge des enfants, me semble-t-il. Comme vous voulez. Enfin, je veux bien répondre en première. Allons-y. Ouais. Bah, on s'articule comme on peut avec les bonnes volontés qu'il y a à bord. Mais nous, voilà, ce que je disais au début, hein, c'est qu'on constate que quand même l'ASE n'a pas les moyens à la hauteur des besoins. Donc, c'est très compliqué pour eux. Enfin, moi, pour avoir longtemps travaillé à Aubervilliers, voilà, bon, pendant un moment, les collègues me disaient, nous, on va se focaliser plus sur les bébés, sur les nourrissons, parce que, voilà, tellement c'était urgent, ils pouvaient plus, enfin, voilà, il y a toute une partie des enfants, dès qu'ils grandissent un peu, ils se disent que c'est la PJJ qui va prendre le relais de l'ASE. Donc, dès qu'il y a un fait au pénal, l'ASE voudrait un peu essayer de, voilà, en plus en nous flattant un peu, en nous disant que la PJJ, nous, on prend bien en charge les jeunes, alors que voilà, on n'a pas les mêmes missions et qu'on n'a pas les mêmes moyens, et que c'est vraiment l'ASE qui va être là dans la protection. Donc, nous, on est souvent un peu en train de se battre pour que l'ASE continue dans la prise en charge, qu'il y ait toujours des ouvertures aux civils. Alors que ça ne marche pas forcément, mais en tout cas, dans la symbolique, on en est là. On en est à maintenir les symboliques aussi. C'est très important de dire à un jeune voilà, qu'il a aussi été maltraité, que c'est un jeune qui est aussi en danger et que l'ASE reste absolument dans son parcours. C'est très, très important. Mais en tout cas, sur le 93, on travaille énormément. PJJ, ASE, je ne sais pas dans les statistiques, mais je dirais au moins la moitié des jeunes PJJ ont un passif ou encore un présent à l'ASE. Oui, d'ailleurs, il y a une étude sur les centres éducatifs fermés qui est récente et qui démontre que 90-95% de ceux qui sont en CEF ont un dossier d'assistance éducative en cours. Léa? Alors, pour notre part, en détention, on fait beaucoup de demandes d'ouverture en AE pour les mineurs non accompagnés, encore une fois. Parce que on en fait de plus en plus, parce que quand le mineur, on ne le suit pas longtemps dans le cadre de l'audience unique, et qu'on est dans l'urgence et qu'on ne trouve pas de placement PJJ, des fois, on demande une ouverture en AE pour le placer à l'ASE, parce qu'on a aussi les services d'évaluation d'âge qui peuvent prendre en charge les mineurs quand il n'y a pas eu d'ouverture en AE et qui décident, eux, du coup, d'orienter ou pas le mineur vers les services de l'ASE. Mais en fait, ils sont complètement dépassés et la plupart du temps, les mineurs, on les emmène dans un bureau à la sortie de détention le matin, ils passent la journée là-bas et le soir, ils repartent et ils ne seront pas pris en charge par l'ASE en finalité. Donc, on essaye au maximum de faire des demandes d'ouverture en AE pour essayer d'avoir une sorte de filet de sécurité pour pouvoir éventuellement se retourner si jamais on n'a pas trouvé d'hébergement à la PJJ. Du point de vue du juge des enfants, la coopération entre les services éducatifs en AE et en pénal, elle est très variable et très dépendante des moyens de chacun. C'est-à-dire qu'on a des situations où il y a une prise en charge PJJ et une prise en charge en AE, que ce soit une AEMO ou un placement qui fonctionne, où il y a une répartition des tâches. Après, certains mineurs expriment parfois une lassitude aussi. Il faut voir aussi ça. Certains mineurs, ils disent « je ne comprends pas, j'ai parlé à l'éducateur, et puis l'autre, c'était qui ?» Donc, c'est aussi compliqué la double prise en charge, même si elle a ses atouts et que, bien sûr, le mineur est aussi en danger, il n'y a pas de difficulté à l'analyser. La réalité en Seine-Saint-Denis, c'est que les délais d'attente des AEMO, ils sont de 1 an, 18 mois. Donc, c'est difficile de faire une ouverture en AE pour un mineur qui est déjà adolescent et qui a une prise en charge PJJ par ailleurs. Et que le manque de moyens, il joue évidemment pour tous les mineurs, qu'ils soient placés ou qu'ils soient en milieu ouvert. On sait aussi que traditionnellement, quand un mineur commence à être délinquant, on a vite
disons, des tensions entre la PJJ et l'ASE sur qui fait quoi, avec l'ASE qui va dire ce mineur, il relève maintenant de la PJJ, et puis la PJJ qui dit non, il est aussi en danger. Et je voudrais revenir sur la question des placements des MNA, parce que oui, la question du placement au civil des MNA, elle se pose. Et oui, il peut y avoir des insuffisances de moyens de l'aide sociale à l'enfance, mais je dirais que c'est vrai de la PJJ aussi, parce que certains MNA, ils restent placés en civil, ils n'ont rien à faire au civil. Et ce n'est pas parce qu'ils sont MNA, c'est parce qu'ils ont une très lourde problématique addicto, qu'ils ont commis un grand nombre de délits et qu'ils devraient être placés PJJ. C'est vrai pour un certain nombre de MNA et c'est vrai pour un certain nombre de mineurs en assistance éducative qui auraient besoin de cette prise en charge-là, et elle n'existe pas. Et nous, la réalité, c'est qu'aussi au moment du déferrement, comme dans le cadre du suivi, ça arrive très souvent de dire ce jeune a besoin d'un suivi, d'un placement pénal, et tout le monde en est d'accord, et il n'y a pas de place, nulle part. Donc, voilà. Merci. Carole. Peut-être par rapport au chat, 2 questions. Une mesure éducative judiciaire provisoire peut-elle être assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes ou de fréquenter certains lieux, quels que soient les modules? Ça, c'était la première question qui a été posée. Et la deuxième question qui était posée, c'était de savoir, alors je la mets en même temps, plusieurs questions sur le dossier unique de personnalité. Quand est-ce qu'il sera complet? Non, plus généralement, est-ce qu'il se développe vraiment? Une consoeur nous dit, parce que chez nous, petit ressort, ça n'avance pas vraiment. Elle est à Carpentras. Voilà, mais ça, je crois que c'est une vraie interrogation, ce dossier unique de personnalité, plus les mèches. Donc, si peut-être, Madame le procureur, Madame le président, vous pouvez nous répondre sur est-ce qu'on peut, avec une mèche, prononcer des interdictions? Oui, à mon sens, oui, il n'y a aucune difficulté pour prononcer des interdictions avec une mèche. Puis je trouve ça même intéressant parce que ça évite un contrôle judiciaire parfois là où on veut, pour un mineur pas très connu qui est déféré justement par exemple, et où on va se dire qu'on aimerait bien qu'il ne fréquente pas tel ou tel endroit. Pour un mineur pas très connu, encore une fois, c'est un moyen d'éviter directement le contrôle judiciaire et donc de mettre ce type d'obligation, et c'est tout à fait possible dans le cadre de mèche. Et je sais qu'ici, on le fait sans module. Oui, et il s'agit du DUP, juste là-dessus. Nous, en tout cas, à Lille, ils existent. Bon, ils ne sont pas toujours complets, mais ça, c'est un autre problème. Et de plus en plus, ils sont numérisés, donc de plus en plus faciles à avoir. Voilà. Donc, pour les avocats, on peut y avoir accès facilement. Normalement. Grâce à Plex en particulier. Je crois qu'il faut un accès spécial à Parcours Game ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde y travaille pour qu'on puisse y avoir accès. Alors, le DUP, je pense que c'est très variable et que la question de le rendre complet, elle est aussi dépendante des moyens. La question du greffe, elle a été rappelée au début de l'intervention. Hein, c'est une réalité, c'est-à-dire que si les magistrats sont en nombre très insuffisant pour le greffe, c'est bien pire. Et du coup, c'est difficile, je pense, pour le greffe de nourrir ses DUP. C'est aussi difficile pour nous, en tant que juges des enfants, d'avoir toujours en tête cette pièce-là, il faudrait alerter qu'elle soit mise sur le DUP. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps de penser à ça. Et pourtant, autant en pénal, la logique, ce serait que le greffe mette toutes les pièces au DUP, autant en assistance éducative, puisqu'on peut mettre dans le DUP des pièces de l'assistance éducative, ce serait vraiment à moi de le faire. Et ce n'est pas du tout systématique que j'y pense. De la même façon, la question de la création du DUP, à quel moment on crée un DUP pour un mineur? Parce qu'un mineur qui va passer qu'une seule fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt et c'est quand même très lourd en termes d'organisation. Mais à quel moment on se souvient qu'il faut regarder et mettre en place ce DUP? Et sur la question des modules, des interdictions, en fait, dans la mèche, il y a les modules, donc insertion, soins, placement, qu'est-ce que j'oublie? Réparation.
Et ensuite, il y a les interdictions, interdiction de paraître, interdiction de contact. Je vois mes fiches, couvre-feu, etc. Bon, ça, c'est après, au moment de la sanction. Et ces interdictions, nous, on les pratique aussi parce qu'elles ont une portée symbolique et ça peut être une façon aussi de protéger la victime, par exemple, même si ce n'est pas comme un contrôle judiciaire. Je ne sais pas ce qui va être compris par les mineurs derrière. Parce que pour l'instant, encore une fois, on est en cours 2, donc qu'est-ce qu'ils vont comprendre de quelle est la sanction en tant que non-respect. Alors, je reprenais celles qui peuvent être au stade provisoire, c'est l'interdiction de paraître, l'interdiction de contact et le couvre-feu. Qu'est-ce qu'ils vont en comprendre quand, en fait, une fois qu'ils n'ont pas respecté et qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce qui va se passer? La question de la retenue, elle se pose aussi parce que nous, on pense qu'ils n'ont pas le droit d'être placés en retenue, mais c'est inscrit au FPR. Donc, les policiers, ils font un contrôle, ils voient une fiche, ils les placent en retenue. Il y a pas mal de confusion quand même sur ces interdictions. Oui, sur la question du couvre-feu de 22h à 6h du matin, sans être accompagné d'un représentant légal, comment techniquement ça peut être suivi c'est vrai que ça pose peut-être question. Carole a levé la main. Pardon. Moi, je leur dis que en fait, si cette mesure a été prononcée dans ce cadre de la mèche, c'est aussi parce que les professionnels ont considéré que c'était dans son intérêt. C'est ce que j'essaye de lui véhiculer. Mais que s'il ne respecte pas trop, à l'audience d'examen de la culpabilité, ça pourrait être transformé en contrôle judiciaire. Et qu'à l'audience d'examen de la culpabilité, si c'est transformé en contrôle judiciaire, ça peut être évoqué. Ben voilà, je trouve qu'elle est intéressante, en fait, cette idée d'une gradation. Et ça rejoint une question d'un confrère qui dit dans le chat que penser des CJ un peu trop systématiques, alors qu'il s'agit d'une mesure de sûreté, on est loin de l'éducatif. Et je trouve qu'effectivement, ces interdictions, en fait, c'est de l'éducatif. Même si c'est compliqué, mais peut-être parfois à comprendre. Mais en tout cas, moi, j'essaye de leur expliquer comme ça. Ça ne marche pas toujours, mais bon, voilà. Je persévère. Je vois une petite main, Lucia. C'était applaudissement ou c'était pour intervenir? Juste que j'étais parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit sur le contrôle judiciaire. Une tentative d'applaudissement. Voilà. D'accord. Alors, je prends l'occasion d'avoir la main pour vous demander aux uns et aux autres, parce que Myrtille, vous l'avez évoqué rapidement et au travers aussi d'une question, ça a été dit sur la victime et la place de la victime. Comment ça se déroule audience sanction, audience culpabilité, audience sanction, elle vient pas, comment ça se passe? Alors maintenant, la victime est convoquée à toutes les phases de la procédure, alors qu'avant la mise en examen, on était seul avec le mineur. Je dirais, là encore, c'est au doigt mouillé, mais je dirais qu'à l'audience culpabilité, on a beaucoup plus de présence de victimes. Ce qui est assez logique, puisque quand, avec l'ordonnance de 45, on jugeait parfois des dossiers qui avaient 3 ans, certaines victimes n'habitaient plus à la même adresse ou n'avaient plus envie de venir. Bon. Donc, je dirais que là, les faits étant récents, elles sont beaucoup plus présentes. Les audiences de sanction, je ne sais pas. Est-ce que pour certaines, ce sera un rattrapage pour celles qui ne sont pas venues à la première audience pour venir? Est-ce que certaines sont venues à la première et auront envie de venir à la seconde? Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Je pense quand même que c'est compliqué. Pour moi, c'est un des problèmes que je vois au CJPM. Je comprends l'idée d'indemniser plus vite la victime, qu'elle soit prise en compte. Moi, dans le travail éducatif avec le mineur, je trouve que c'est très compliqué parce qu'on confronte le mineur et la victime avant que le travail éducatif ait pu être fait, ou à peine quand c'est le cas du déferment. Et c'est normal, on est au début. Et je pense que ce n'est pas le moment où le mineur montre le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont sur la défensive, ils ont peur, ils n'ont pas encore réfléchi, ils sont encore dans leur logique de pensée, parfois un peu en dehors de la nôtre, ils n'ont pas encore travaillé sur leur empathie. Et du coup, pour le mineur, il se braque encore plus dans la victime. Les victimes sont souvent heurtées, je pense, de ce qu'elles entendent, alors qu'à l'audience... alors, c'était déjà le cas parfois avant, mais c'était peut-être moins le cas. Et puis, les victimes avaient aussi eu le temps d'avoir un travail sur ce qui leur était arrivé, d'avoir plus de distance. Moi, je
trouve que c'est dommage. Et là, j'ai eu récemment le cas d'un mineur qui est venu à son audience sanction et il se trouve que je l'ai vu en assistance éducative le lendemain. À l'audience, je me suis rendu compte que j'avais une audience pour sa sœur. Je lui ai dit, vas-y, viens, venez demain plutôt. Et ça n'avait rien à voir ce qu'il m'a dit. Alors, on n'était pas dans la question de l'audience sanction, mais on était déjà dans le fait qu'être seul à seul et avoir ce premier temps pour verbaliser une première fois, c'était déjà un travail éducatif. Moi, je trouve que c'est vraiment regrettable et pour les mineurs et pour les victimes. Merci. Carole a levé la main. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Un des soucis du CJPM, c'était une meilleure prise en compte de l'intérêt de la victime. Et en fait, cette présence de la victime dans le premier temps de l'audience d'examen de la culpabilité n'est pas toujours signifiante d'une meilleure prise en compte tout le temps pour certaines victimes. Bien sûr que oui, elles sont présentes à l'audience, elles font valoir les droits et puis c'est terminé. Mais dans d'autres hypothèses, il y a tout ce que vous avez indiqué, Madame le juge, et au-delà de ça, on a aussi la question toute simple. Nous aussi, en tant qu'avocats, on travaille avec le mineur et donc parfois, il faut du temps pour que, c'est ce que vous indiquiez, le mineur avance aussi sur ses passages à l'acte. Et pour la victime, c'est peut-être aussi important d'avoir un jeune à l'audience qui est plus dans la reconnaissance que dans la dénégation, je dirais parfois contre l'évidence parce que le portefeuille est dans la poche. Pour la victime aussi, et c'est là qu'on a une justice où quand on sort de l'audience, on a l'impression qu'il y a des beaux moments qui se sont passés et ce qui fait qu'on est tous là d'ailleurs aujourd'hui et qu'on fait tous de la justice des mineurs. La deuxième chose, c'est que comme il faut aller plus vite, c'est plus compliqué de mettre en cause des compagnies d'assurance, éventuellement des assureurs, parce que des civilement responsables. Et la troisième chose, c'est que parfois les victimes ne sont pas consolidées, bien évidemment quand il y a des violences physiques. Alors là, c'est renvoyé à l'audience d'examen de la sanction ou bien renvoyé sur une correctionnelle majeure dans l'hypothèse où c'est une audience unique. Mais c'est vrai que moi, cette question de la réflexion du mineur et du travail qu'il fait, je trouve qu'elle a bien évidemment un intérêt pour le mineur, mais elle peut aussi avoir un intérêt pour les victimes. Merci, Carole. Et juste, Oui. il y a une question, quid du moment des demandes indemnitaires pour la victime, audience, culpabilité ou sanction. Donc, je réponds juste, ça peut, si la victime est en état, elle peut le faire à l'audience culpabilité, ce qui l'empêchera pas ensuite de venir à l'audience sanction si elle veut, mais elle peut aussi ne pas venir à l'audience d'examen de la culpabilité et elle pourra faire sa demande d'indemnisation à l'audience de sanction. Ce qui, en revanche, me questionne, c'est si à l'audience d'examen de la culpabilité, que la victime est valablement convoquée, quid si le juge des enfants transforme en audience unique. Je pense que la victime pourra aller au civil. Voilà. Oui, ou éventuellement un renvoi d'office par le juge sur une audience sur intérêt civil, pourquoi pas. Oui, mais si la victime n'est pas présente, puisqu'elle n'est pas, si elle ne vient pas à l'audience d'examen de la culpabilité, elle aura toujours une deuxième option à l'audience sanction. Mais si entre-temps c'est transformé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Peut-être que notre juge des enfants a la réponse. Je pense que, en fait, elle a deux chances, mais il vaut mieux utiliser la première, je dirais, parce que c'est sûr que la deuxième n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que dans l'avis victime, on lui dit il y aura une deuxième audience. Parce que d'ailleurs, je dirais même, c'est pas prudent de ne pas venir à la première, alors sans jugement, hein, mais parce que si on relaxe le mineur, c'est fini aussi, alors que peut-être avec une plaidoirie de partie civile, on n'aurait pas relaxé, ou avec le témoignage de la partie civile. Sur le renvoi d'office en l'absence de la partie civile, moi, je le réserve vraiment dans des cas très particuliers, je dirais, parce qu'on donc, soit je pense qu'elle n'a pas été touchée, ou bien c'est des faits particuliers. Ça arrive aussi d'avoir des informations sur la victime par ailleurs, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est à la personne de se constituer, de faire des demandes, parce que pour l'avoir fait certaines fois, on a beaucoup de dossiers sur intérêt civil où du coup, il n'y a personne qui vient et c'est aussi une perte de temps pour tout le monde, y compris pour le mineur qui du coup revient. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, ce sont des règles connues dans le Code de procédure pénale sur les audiences majeures. Donc, ce sont des phénomènes que l'on connaît déjà. Je voulais avoir le regard de Léa, justement, pour les mineurs qui sont en détention par rapport à cette question des victimes. Quel travail éducatif, par exemple, à Fleury-Mérogis sur le sujet? Alors, concernant le travail avec les victimes, encore une fois, ça va dépendre de la temporalité.
des dispositions du jeune. Je vais parler pour mon expérience. Je sais que les jeunes qui sont incarcérés pour des faits très graves, je pense à des faits de meurtre ou de viol, ils mettent parfois beaucoup de temps à élaborer sur les faits, déjà juste élaborer sur les faits, et ensuite il faut le temps de remettre la victime à sa place de victime, et que le jeune l'intègre et du coup élabore à ce niveau-là. On a aussi des jeunes qui, tout de suite, je pense à notamment un jeune qui est incarcéré pour des faits criminels, mais qui est passé en audience culpabilité récemment à Bobigny. Et la victime était là à l'audience sur la culpabilité. Et ça a été très riche comme audience, car le jeune était avec son co-auteur. Les deux se sont excusés auprès de la victime pendant l'audience. La victime, à la fin de l'audience, a parlé avec les mères des jeunes qui étaient présents à l'audience, en expliquant qu'elle culpabilisait un peu, voilà, de mettre deux mineurs devant une juridiction pour des faits de vol qu'elle estimait pas graves. Et les mamans disaient non, c'est normal, c'est eux qui sont coupables, vous n'avez pas à culpabiliser. Enfin, c'était un échange très riche entre la victime et les parents, et avant ça, les jeunes. Et je pense que tout ce qu'on élabore avec les jeunes en amont, le fait de le mettre en pratique le jour de l'audience, rend concret l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont des actes qu'ils posent. Et je pense que quand ils prennent le temps de s'excuser, d'échanger avec une victime, ça leur fait du bien aussi que la victime leur dise qu'elle les excuse, qu'elle comprend maintenant en voyant leur parcours, que ils n'ont pas non plus un vécu facile. Enfin, tout ça crée du sens et valorise les jeunes. Et j'y pensais tout à l'heure, ou au cercle vertueux, où quand on parlait de réussite éducative, j'ai vu des jeunes, des fois, plus on les valorise, mieux ils ont envie de faire. Et on rentre dans un cercle vertueux où je les valorise pour ils donnent tout à l'audience ils donnent tout, les magistrats les valorisent, et je les revends en détention, mais ils sont super heureux, ils me disent oh, la juge elle m'a dit ça, elle m'a dit qu'elle avait vu mon évolution et qu'elle voit la différence, et je leur dis tu vois, tout ce que je te dis c'est pas pour rien, et je leur dis toujours qu'il faut du temps pour qu'on voit le bien qu'ils arrivent à mettre en place, et que quand l'ensemble de la juridiction est cohérente à ce niveau-là, et ben ça renforce encore plus notre crédibilité à tous, à la justice de manière générale auprès du jeune, et ça amène quelque chose de très concret pour le jeune. Donc ouais, à ce niveau-là, j'ai vu des beaux échanges en tout cas. Merci Léa. C'est presque un mot de conclusion que vous avez là, parce que c'est très positif. Et ça fait écho d'ailleurs à ce qu'on appelle aujourd'hui la justice restaurative, qui est assez peu, voire même pas du tout utilisée, bien que ça existe. J'intervenais le 12 mai dernier lors d'une mission d'information au Sénat, et les sénateurs étaient très intéressés sur cette question de justice restaurative. Et les mots que vous avez eus étaient tout à fait intéressants. Je pense qu'ils auraient pu les intéresser pour mieux peut-être appréhender cette question-là. Il nous reste 15 secondes très rapidement. On a eu énormément de questions. Merci à tous les internautes de les avoir posées. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On essaiera de pouvoir y répondre là encore dans le cadre de l'Observatoire. Je rappelle qu'on va travailler sur un livre blanc de retour d'expérience un an après la mise en œuvre du CJPM. Donc, c'est le moment de pouvoir... là, vous avez nourri notre savoir, c'est fantastique. Je voudrais d'un mot peut-être vous donner à chacune la parole de conclusion, et on va s'arrêter car le flux numérique va bientôt être coupé. On va commencer peut-être par le parquet. À nouveau, Lucia, un mot de conclusion sur l'application du CJPM. Micro. Ah, micro. Je vais essayer de vous l'ouvrir si je... Non, je ne peux pas vous l'ouvrir. Alors peut-être, Myrtille. Je pense que pour moi, le mot de la fin, c'est que il y a beaucoup de choses qui fonctionneraient sans doute mieux avec les moyens à tout niveau, au greffe, pour les éducateurs, pour les magistrats, pour les avocats, pour l'aide sociale à l'enfance. Merci. Lucia, peut-être si le micro remarche. Oui. Oui, excusez-moi.
pas trop ce qui s'est passé avec mon téléphone. Écoutez, je rejoindrai ce qui a été dit par ma collègue. Hein. C'est une réforme qu'on découvre de jour en jour et qui, sur certains aspects, je pense, n'est pas que négative, mais en tout cas qui, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ou en tout cas qu'elle a affichés, ne peut être faite qu'avec des moyens beaucoup plus conséquents, que ce soit à notre niveau de magistrat, mais surtout au niveau du greffe, des éducateurs. Voilà, les objectifs qui sont fixés et la cadence qui nous est imposée ne permet pas voilà, la cadence qui nous est imposée n'est pas faisable dans les moyens qui nous sont alloués en l'état. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci Lucien. Anne? Oui, bon, je rejoins la question des moyens, évidemment, et je pense que le CJPM pourrait être une réponse si on était dans un monde parfait, entre guillemets, où voilà, s'il n'y avait pas trop de problèmes sociaux, et voilà, on est quand même, moi je parle par rapport à mon département, on est quand même sur un département très précarisé. Donc, pour moi, c'est le renfort de l'ASE avant toute chose, le renfort de la protection judiciaire de la jeunesse, évidemment, mais surtout, voilà, un renfort de l'ASE pour qu'il y ait vraiment quelque chose de cohérent et d'harmonieux entre l'enfance et l'adolescence. Très bien, merci beaucoup Léa. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que je trouve depuis la mise en place du CJPM que étant donné le fait qu'on est tous intrinsèquement liés, même si on a des professions différentes, il y a un effet cascade qui se fait autant dans les difficultés que dans les réussites. Et en tout cas, je trouve que les différentes institutions font preuve de bienveillance les unes envers les autres quand on ne maîtrise pas trop certains versants du CJPM. Je trouve que voilà, on apprend tous ensemble à maîtriser le CJPM. On apprend aux jeunes aussi. Et les jeunes le maîtrisent de plus en plus. Des fois, je suis surprise de la maîtrise des jeunes du CJPM. Voilà, je pense que on va continuer et nous, éducateurs, on continuera de trouver du sens, même quand des fois on a un peu de mal à en trouver. Mais on continuera d'en chercher, d'en trouver pour le bien de nos jeunes, pour continuer à travailler en bonne intelligence et essayer de mettre en œuvre. Je rejoins le problème de moyens. Et encore une fois, on n'est pas dans un monde idéal, comme le dit très justement Anne, mais on va faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et on va y arriver. Merci beaucoup Léa. Carole? Oui, un mot pour la profession. Quasiment plus rien à dire. Je rejoins tout ce qui a été dit. Les avocats sont là. Je trouve qu'en fait, le CJPM, ça a uni encore plus les avocats. On s'est mobilisé, on s'est formé, quelqu'un me disait quand il y a un peu plus de parquet, il y a un peu plus de défense. Bah ouais. Et en fait, je trouve que c'est important. J'ai vu beaucoup en tout cas, on est assez mobilisé par rapport à ça et c'est intéressant. Et puis, de toute façon, on va tous dans le même sens. Hein. On est là. Enfin, si on est le mineur au pénal, c'est d'abord un mineur en danger. Et je pense qu'on est tous là pour rappeler la primauté de l'éducatif. Je pense que c'est ça qu'on doit tous garder. En tout cas, au niveau des avocats, je pense pas m'avancer trop en disant qu'ils ont ça bien ancré dans leur tête. Et donc voilà, il faut laisser du temps et les choses se faire, mais je pense qu'on va y arriver. Et je rejoins le fait que ça nous a permis d'être tous, je dirais presque au même niveau, mais on va tous apprendre et continuer à apprendre dans l'intérêt du mineur, et c'est ça le plus important. Merci Carole de cette conclusion. Moi, je me réjouis de cette synergie que nous avons eue à la fois dans la préparation, la mise en application du CJPN au quotidien. On a vu ça nous tomber assez rapidement dessus et on s'est retrousser les manches pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau texte. Merci de cette synergie, cette belle unité que nous affichons. Merci de votre intervention, Lucien, Myrtille, Léa, Anne et évidemment Carole. Moi, je me réjouis que les avocats soient dans la place. Je rappelle que nous avons une mention de spécialisation maintenant reconnue, droit des enfants, et ce webinaire participe à votre formation. Donc, demandez cette mention de spécialisation. Elle existe depuis l'année dernière, octobre 2021, concomitamment au CJPM. Et puis, nous aurons l'occasion de faire un retour
sur tout ce que les barreaux nous fera remonter. Merci là encore aux bâtonniers de nous faire remonter par leurs référents ces retours d'expérience. Je voudrais une fois encore remercier très vivement les permanents pour l'organisation. Je vais en oublier ma présidente de commission Laurence, Géraldine Josquin, Laura, Coraline, Ilia Somaya, Olivia, Marie-Danielle et évidemment Corinne, sans oublier les élus, Stéphanie, et j'en oublie encore. Pardon d'oublier tout le monde, mais je voulais dire un petit mot. Merci de votre attention et on reste attentif à tout cela. Vous aurez l'occasion de nous revoir en replay. Je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Et une fois encore, merci mille fois à nos intervenants d'avoir pris le temps sur un temps qui est précieux pour nous donner de belles informations pratiques sur l'application du CJPN. Je vous dis à bientôt et je crois que le flux est maintenant terminé.